Ici, nous sommes dans la partie la plus au sud du continent africain. Nous sommes au Cap de Bonne-Espérance, Cape of Good Hope. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Au début, on l'appelait le Cap des Tempêtes. Le Cap des Tempêtes en 1488 parce que ici se rencontrent l'océan Indien et l'océan Atlantique, ce qui donne un climat particulièrement difficile avec des tempêtes en permanence. Et puis plus tard, les Portugais vont l'appeler le Cap de Bonne-Espérance. Le Cap de Bonne-Espérance, pourquoi? Parce que c'est ici qu'ils ont compris qu'on pouvait aller en Asie. C'est la route qui représente celle pour rejoindre l'Asie. Mais pour nous, Africains, c'est quoi le Cap de Bonne-Espérance? Et si c'était le début de quelque chose? Partir du début, du bas, pour remonter vers le nord. Nous sommes à quelques kilomètres seulement de la ville de Cape Town, dans la partie le plus au sud de cette ville. Et que se passe-t-il à Cape Town pour que nous soyons là? Nous avons effectué le voyage parce que depuis quelque temps, tout le monde parle de mines, des richesses africaines, de ce dont Dieu nous a le plus dotés. Ces richesses du sous-sol dont regorge notre environnement. Et nous sommes venus à Fomedia, à Cape Town, à Indaba Mining, en se disant on va voir si les Africains ont enfin pris conscience de cette richesse qu'ils possèdent. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils ont conscience que c'est maintenant qu'ils doivent en prendre les commandes pour pouvoir être la route incontournable? Je vous amène aujourd'hui à Indaba Mining, à Cape Town. Suivez-moi. Voici ce dont le monde entier a besoin pour sa modernisation, pour fonctionner normalement. Selon l'enquête 2025 de l'US Geological Survey, l'Afrique détient environ 80% des réserves mondiales de métaux du groupe platine, qui par exemple rendent les gaz du pot d'échappement de chaque voiture moins toxiques à votre santé. 61,7% des réserves de chrome, l'acier inoxydable de votre casserole, de votre évier, de votre couteau de cuisine. 36,5% des réserves de manganèse contenues dans le fer à béton qui tient vos murs debout. Les rails de chemin de fer, les piles alcalines de votre télécommande. 57% des réserves mondiales de cobalt indispensables pour la batterie de votre téléphone portable, de votre ordinateur. La République démocratique du Congo, à elle toute seule, possède 97% des réserves de cobalt du continent. Le cobalt, le lithium, le coton, l'or, le diamant, la bauxite, toutes ces richesses, l'essentiel de ce minerai, de ces terres rares, se trouve en Afrique. Nous vivons, marchons dessus sans toujours en mesurer l'importance. Et pendant longtemps, nous avons vécu avec sans trop savoir quoi en faire. Les autres sont venus les chercher, sont même allés les gager sur le marché, comme l'a fait une firme australo-américaine en Guinée, sans nous donner un sou pendant plus de 40 ans. Ils disaient même nous rendre service. La mine de fer de Simandou, l'une des plus grandes du monde, appartenait à une multinationale occidentale qui avait promis de l'exploiter pendant une 40aine d'années avant de la remettre à la Guinée. La Guinée ne devait donc rien avoir pendant tout ce temps. Elle devait se contenter d'attendre de récupérer les terres vidées de leur substance après une 40aine d'années. Elle avait 0% de ses mines de fer. Et la dite compagnie, pendant qu'elle spéculait sur le marché financier, n'exploitait pas la mine en question. Et cela pendant plus d'une 40aine d'années. Et puisque le chronomètre ne devait démarrer qu'à partir du début de l'exploitation, la Guinée pouvait encore attendre 80 ans. Eh bien, figurez-vous que la musique a changé. Aujourd'hui, sous pression, sous l'impulsion des autorités guinéennes, des militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée, la Guinée a récupéré et possède désormais pas moins de 17% de cette mine immense qui a été immédiatement mise en exploitation. Mieux, le chemin de fer qui, dans les contrats lyonnais d'avant, ne devait servir qu'à transporter les minerais de fer vers le port, est devenu le Transguinéen, avec la participation de l'État. Elle transporte hommes et marchandises. Aujourd'hui, la jeunesse, la nouvelle génération aux affaires a compris, a pris conscience qu'elle est assise sur l'essentiel de ce dont a besoin le monde. Des richesses dont le reste de la planète, notamment les grandes puissances, ont besoin pour se développer. Elle a décidé de prendre en main cette manne du ciel, ce cadeau du bon Dieu. Et elle a également décidé, dans le même état d'esprit, qu'on ne vendra plus ces richesses à leur place. On va mettre un terme à cette pratique de la détérioration des termes de l'échange, où le vendeur était en même temps l'acheteur. On lui imposait des prix ridicules sur le marché. Elle participe de plus en plus à la vente et travaille malgré les difficultés, malgré les règles iniques imposées par les grandes puissances, à revisiter les contrats. Désormais, les cadres africains font partie de la discussion. Les quantités vendues et les tarifs ne leur sont plus totalement imposés. Ils participent aux négociations.
C'est pourquoi cette année, à Indaba, c'est le plus grand rendez-vous mondial des mines qui se tient toutes les années à Cape Town, en Afrique du Sud. Tous sont présents. Tous, quand je dis tous, il s'agit des compagnies minières, il s'agit des États, il s'agit des acteurs, il s'agit des avocats et même des banques du continent qui viennent prendre leur part à ce grand rendez-vous où jusque-là, ils étaient des étrangers. Ils lorgnaient par la petite fenêtre et ramassaient au mieux des miettes. On leur disait qu'ils n'avaient pas la taille suffisante pour entrer dans cette cour des grands. Désormais, ils sont des acteurs de leur propre destin. C'est encore difficile, c'est vrai. Les contrats sont encore complexes à déconstruire, mais ils ne sont plus dans le menu. Ils sont tous assis aussi à table. Bienvenue à Indaba où se sont donnés rendez-vous tous les grands miniers du monde et tous ceux qui possèdent des mines. Ici, on parle business. Alain, ce que l'Arabie Saoudite était dans les années 80, parce que le monde avait besoin du pétrole. C'est ce que la RDC aujourd'hui au monde. Et cette perception que les gens ont de vous, c'est comme ça qu'ils vont traiter. Absolument. Aujourd'hui, on a plus de 500 investisseurs partout dans le monde qui nous font confiance. On a commencé depuis 2021 et il y en a beaucoup qui ont eu déjà leur retour sur investissement. Donc les 15 dernières années, nous avons pris de challenge en challenge des activités qui étaient historiquement réservées aux multinationales. C'est le seul cabinet aujourd'hui qui assiste le secteur minier dans la gestion des risques opérationnels et réglementaires liés à l'activité import-export. Nous sommes parmi les leaders dans le cuivre. Dans le cobalt, bien évidemment. La GCAMIN a décidé de se rattraper dans toutes ces zones naturelles et au-delà en commercialisant. On ne peut pas devenir riche sans être propriétaire. Justement. Et dans notre cas, on le regarde et on dit c'est le business des autres. Nous, on est devenu trader aussi. Un pays qui a plus de 15 sociétés en exploitation, est-ce que vous pouvez dire que ce pays-là a un problème? J'ai à peu près 300 employés dans la logistique minière. GT West Africa en Guinée, c'est 200 collaborateurs. C'est plus d'une centaine d'équipements. On a cette façon de travailler qui est très agile. La RDC ne rêve pas. La RDC n'est pas du tout intéressée dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Nous sommes plus intéressés par notre agenda national et notre agenda panafricain. J'ai des camions Ben 12 roues, j'ai des camions semi-remorques, à peu près 200. Je compte en avoir 500 d'ici la fin de l'année. Le discours de plus en plus convenu, tant pour les Africains que pour les autres, c'est de dire l'Afrique est très riche. Riche de son potentiel, malheureusement, que peu de gens voient. Dans leur assiette, dans leur vie de tous les jours, c'est la misère. Comment peut-on être riche et pauvre en même temps? Qu'est-ce qui fait qu'on soit dans ce paradoxe incompréhensible? Nous sommes ici à Cape Town au grand rendez-vous mondial des mines, Indaba Mining. Ici, l'on rencontre tous les grands miniers du monde, ceux qui courtisent l'Afrique, ceux qui aimeraient l'acheter, qui viennent rencontrer ceux qui possèdent les terres, qui viennent rencontrer ceux qui possèdent cette richesse. Comment peut-on être aussi riche et pauvre en même temps? En quoi sommes-nous coupables? Comment faire pour sortir de ce paradoxe insupportable? Nous vous invitons pendant ces jours-ci à découvrir ce que c'est que les mines. Est-ce que cette richesse est réelle ou pas? Est-ce que c'est une richesse qui appartient aux autres pendant que nous sommes juste assis dessus? Je vous invite donc pendant ces jours-ci à Indaba Mining pour découvrir la richesse, la vraie richesse de l'Afrique. Dans ce vaste espace, pas moins d'un millier d'entreprises se sont donné rendez-vous pour dealer. Il y a ceux qui achètent, essentiellement les grandes firmes, et ceux qui vendent, majoritairement les entreprises publiques. Et cette année, les entreprises publiques et les États possédant des réserves minières sur leur sol sont presque toutes là. Il se passe quelque chose de palpable au regard du nombre de stands pris par les Africains dans ce marché, qui jusque-là était surtout l'affaire des grandes multinationales à grands capitaux. Évidemment, lorsque l'on parle richesse minière en Afrique, on pense d'abord au Grand Congo, la République démocratique du Congo, que l'on présente comme un scandale géologique, tant son sous-sol est riche et convoité. Ce qui lui vaut d'ailleurs de subir une certaine instabilité générée par l'appétit de quelques-uns qui veulent absolument leur part du gâteau. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année. Il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre, avec plus d'1 500 000 tonnes par an. Il est assurément un scandale géologique puisque la liste de ces minerais est longue et importante. Diamants, près de 19 millions de carats par an. Or, plus de 40 000 kilos par an. Zinc, 7 800 tonnes. Logique donc que nous commencions notre visite par la République démocratique du Congo. Et cette année, elle a fait les choses en grand. Elle s'affiche ostensiblement pour montrer qu'elle est là
et qu'elle entend désormais parler par elle-même, négocier par elle-même, malgré les pressions et les appétits. Ici, sur le site d'Indaba Mining, elle a pris 2 stands grandioses. Un pour représenter le pays. Les membres du gouvernement y rencontrent les partenaires, ils discutent avec les potentiels clients en faisant dans la grande salle des conférences de présentation du pays. Et un autre stand consacré à la plus vieille, la plus célèbre entreprise du pays et même d'Afrique tout entière, la GECAMIN, qui cette année célèbre ses 120 ans. On va commencer la visite par le stand du gouvernement congolais où nous attend le ministre Louis Vatoum, le ministre de l'Énergie, qui n'arrête pas de recevoir, de rencontrer des partenaires depuis l'ouverture du sommet. Difficile de trouver un créneau. Il faut dire que le pays est engagé dans de nombreux chantiers à grands capitaux. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on vit une période extraordinaire sur le plan géopolitique, où il y a une extraordinaire pression sur le Congo. Alain, ce que l'Arabie Saoudite était dans les années 80, parce que le monde avait besoin du pétrole. C'est ce que la RDC aujourd'hui au monde. Maintenant, nous devons avoir le courage de faire les réformes nécessaires, le courage d'entreprendre les projets qu'il faut. Le projet dont je parle, la première phase seule va demander 28 milliards de dollars. Et ce n'est qu'une première phase, qui va être suivie par d'autres phases. Il faut oser le faire, il faut le faire. Dans un monde en pleine crise, avec de fortes turbulences, avec des règles que plus personne ne respecte, avec des grandes puissances qui ne s'encombrent plus de diplomatie pour manger les plus faibles, pour s'accaparer les richesses des plus fragiles, est-ce que le Congo n'est pas menacé et ne risque-t-il pas, au regard des enjeux, d'être avalé par les plus grands? On voit arriver en force les États-Unis d'Amérique qui viennent chercher leur part du gâteau et se disputer le butin avec la Chine. Est-ce qu'il ne faut pas redouter une nouvelle mainmise, un hold-up? Oui, c'est vrai. Il y a une forte turbulence dans le monde aujourd'hui. Le monde est devenu VICA, comme on dit. Il est devenu à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, dans toute cette turbulence, il est très important de comprendre la donne qui reste constante. C'est les intérêts que chaque pays cherche pour soi-même, pour lui-même. Et avec qui on va se mettre en partenariat pour atteindre ces objectifs. C'est pour cela qu'on parle de plus en plus de partenariats stratégiques. La RDC ne rêve pas. La RDC n'est pas du tout intéressée dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Nous sommes plus intéressés par notre agenda national et notre agenda panafricain. Parce que nous sommes entourés de 9 pays. Nous faisons partie d'une grande région, d'un grand continent qui aujourd'hui se met ensemble en faisant tomber les barrières tarifaires. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Former notre jeunesse, renforcer le pouvoir de la femme au milieu rural, développer nos infrastructures et ajouter de la valeur localement. C'est ça qui nous intéresse. Mais moi j'ai le sentiment, monsieur le ministre, et corrigez-moi si je me trompe, qu'on se trouve en face aujourd'hui de quelqu'un qui a des règles, qui a adopté des règles qu'on lui a imposées, l'agneau un peu, face aux hyènes qui arrivent sans règles. Est-ce que le Congo, le secteur minier va résister à cela, face à ces hyènes qui arrivent et qui ont oublié les règles qu'ils nous imposaient hier? Le Congo est prêt à résister pour cela, je peux vous l'avouer, et je parle en étant membre du comité de pilotage conjoint dans l'accord avec les États-Unis. Certaines choses ont été dites très clairement à nos homologues américains. Nous ne vendons rien de notre pays, absolument rien. Parce que nous avons ce qu'on appelle en anglais « duty of care » pour 120 millions de Congolais. Nous devons veiller à leurs intérêts et donc on ne lâchera rien sur la table. Ce qu'on va définir, c'est un cadre de dialogue, de discussion dans lequel nous allons présenter certains projets, je dis bien certains projets d'intérêt commun, et nous allons en discuter au mieux des intérêts des deux parties et dans le respect strict des règles et des lois de nos pays. Et cela est très important, cela est mis sur papier, il en sera ainsi. Il y a quelqu'un qui est costaud, qui a des ambitions, qui lutte pour ses intérêts aussi, qui sont chez vous. Est-ce que vous avez la force de résister? Face à la force, il y a l'autodétermination d'un peuple. Le Vietnam l'a prouvé. En tant qu'État actionnaire responsable, nous assumons une diversification de nos partenariats. Ces partenariats se renforcent notamment autour de celui avec les États-Unis, dont on parle assez souvent, mais nous avons d'autres partenariats. Avec les Émirats arabes unis, par exemple, nous sommes également pleinement ouverts à des partenariats intra-africains fondés sur la complémentarité, le partage d'expertise et la création de valeurs régionales. On espère que la RDC, gâchette de l'Afrique, comme le disait Frantz Fanon, va résister à tous ces appétits et va déclencher le développement dont il doit être le moteur pour le continent. Juste en face du stand du gouvernement, celui de la GECAMIN. Cette édition revêt pour la République démocratique du Congo une signification particulière.
Elle coïncide avec les 120 ans de la Gécamine, entreprise emblématique, pilier historique de notre industrie minière et patrimoine stratégique de l'État. C'est 120 ans d'aventure coloniale, de fastes aérois, des à côté qui étaient souvent difficiles et d'une volonté aujourd'hui affirmée depuis plus de 3-4 ans à revivre et à devenir fort. Pendant des décennies, elle a été le socle de l'industrialisation congolaise, un acteur majeur de la production mondiale de cuivre et de cobalt et un pilier de financement de l'État. Et la Gécamine a toujours marqué l'histoire du Congo. La Gécamine a toujours été la société, l'État dans l'État, la société du Congo, parce que n'oubliez jamais que la Gécamine appartient à l'État congolais à 100%. Okay. Et la qui a d'abord appartenu lorsqu'elle était l'Union minière du Haut-Katanga, qui était belge à l'époque. Tout à fait. Donc ça a toujours été ça. Et l'apport aujourd'hui de la Gécamine, on le voit même. Okay. Nous sommes parmi les meilleurs contributeurs ou les premiers contributeurs au budget de l'État. Donc nous continuons jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. On dit que la Gécamine a perdu l'ensemble de ses actifs. C'est vrai ou pas? C'est totalement faux. Parce que si je vous dis qu'aujourd'hui, nous venons de terminer un processus de certification des ressources, c'est que nous avons encore des ressources. Et nous entamons d'autres, dans notre programme d'exploration, nous avons d'autres projets de certification des ressources. Donc ça veut dire que la Gécamine a encore en son sein des ressources. Il ne faut pas confondre, mettre en partenariat certaines de nos ressources avec d'autres entités, n'est pas donner nos ressources. Peut-être qu'il faudrait expliquer ça quand même au grand public. Parce qu'on voit aujourd'hui la Gécamine avec beaucoup de partenaires et on se dit que la Gécamine a tout cédé à ces partenaires-là et ne possède plus rien, et est juste quelqu'un qui attend qu'on lui paye de l'argent. C'est quoi la relation que vous avez avec des sociétés comme STL et bien d'autres avec qui vous travaillez et qui sont dans les mines sur place? Il faut faire la différence. STL, c'est notre filiale. Ça, c'est 100% Gécamine et nous produisons avec STL. Aujourd'hui, on est content du fonctionnement de STL. Mais quand nous parlons de partenariat, il y a plusieurs types de partenariats. Il y a des partenariats où nous sommes en joint venture, c'est-à-dire que nous partageons la gestion de l'entreprise, nous amenons les actifs et le partenaire amène les fonds. Cela ne veut pas dire que nous cédons les actifs. Les actifs sont cédés à la société commune, la société créée ensemble avec le partenaire, avec l'option que si demain on arrête le partenariat, nous récupérons nos actifs. Les actifs restent toujours Gécamine. Donc, quand on vous dit qu'aujourd'hui Gécamine a cédé, Gécamine ne peut pas céder. Et d'ailleurs, la loi nous l'interdit. Aujourd'hui, pour faire une session, nous devons aller jusqu'au Conseil des ministres pour avoir l'autorisation de céder un actif. Donc, quand on raconte que la Gécamine a vendu, la Gécamine ne vend jamais ses actifs. La Gécamine met ses actifs en participation pour créer plus de richesses pour l'État congolais. Pour moi, l'histoire de la Gécamine, c'est d'abord l'histoire des pionniers avec un leadership extrêmement puissant. Qui, à l'époque, où on n'avait pas encore de technologie moderne d'exploration géologique, comme les données satellitaires, géospatiales et l'intelligence artificielle. Il n'y avait rien de tout ça. Ces gens ont rêvé d'une ceinture cuprifère. Ils ont acquis des permis pour explorer cela et découvrir ce qu'ils ont découvert. Et c'est donc vers les années fin 1800 déjà qu'ils étaient intéressés par cette ceinture-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui venaient d'ailleurs, qui venaient de la Grande-Bretagne parce qu'il y a les fonds qui sont venus de là-bas. Mais il y a également ce qu'on appelle seed capital, c'est-à-dire les fonds d'amorce qui ont démarré tout cela. En partie venaient aussi de certains entrepreneurs sud-africains comme Cecil Rhodes à l'époque déjà. Et donc c'est un tribut pour moi à tous ces gens, à toutes ces personnes, mais également à tous ceux qui sur les 120 années de la Gécamine ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que la Gécamine aujourd'hui continue à être ce qu'elle est et continue à commencer à regagner ces titres de noblesse. Alors quand on écoute ça, on est un peu surpris parce que pour la plupart d'entre nous, c'est l'histoire des Belges, l'Union minière du Haut-Katanga, avec l'esclavage, avec l'exploitation des personnes. Quand vous dites ça, on est un peu surpris qu'il y avait d'autres personnes qui y ont misé dessus. Ont-ils misé avec les Belges ou bien ils sont partis par eux-mêmes? J'irais même plus loin. Aujourd'hui, on parle du corridor Lobito comme la 8e merveille du monde. Ce sont ces pères fondateurs qui ont pensé Lobito à l'époque.
parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un hinterland minier puissant du point de vue géologique, mais qui était enclavé. Et c'est vrai, nous avions une sortie sur l'océan Atlantique en passant par Ilebo, qui s'appelait Port-Franqui à l'époque. Mais c'était des personnes qui recherchaient l'efficience opérationnelle dans la logistique et qui ont conçu ce corridor de Lobito pour aller directement sur l'océan Atlantique. Et c'était des entrepreneurs britanniques. Les Belges et autres sont venus beaucoup plus parce qu'il y avait la branche financière, la Société Générale d'époque, et puis les banques d'outre-mer d'époque qui sont devenues plus tard BCDC qu'Equity a racheté dernièrement. Donc il y a toute une histoire derrière tout ça. Mais je crois que le plus important, c'est comprendre la puissance de cette vision-là, qui a fait vivre notre pays pendant des décennies. Aujourd'hui que nous prenons une inflexion et nous voulons aller plus au nord de notre pays pour développer le grand bassin ferrifère et répéter le même exploit. Je crois que c'est la même hargne qui doit nous habiter aujourd'hui. Nous avons 20 milliards de tonnes de minerais de fer. Il faut construire une dorsale ferroviaire qui partira du nord-est de la RDC au sud-ouest de la RDC sur l'océan Atlantique. Et à partir du nord-est, il est déjà à proximité de l'Ouganda qui fait partie d'un groupe économique puissant qu'on appelle l'Afrique de l'Est. Et en réalité, c'est un projet qui va emmener toute l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique australe. Parce qu'on va relier pour la première fois l'océan Indien à l'océan Atlantique. Cette puissance-là, qui a habité le père fondateur de la GECAMIN il y a 120 ans, c'est cette puissance qui doit nous habiter aujourd'hui parce que le projet que nous croyons faire a une durée de vie de 100 ans, comme par hasard, 100 ans. Quand on faisait le point de l'économie, la GECAMIN, c'était la pourvoyeuse des recettes de l'État, la pourvoyeuse des devises, c'était la société nourricière du Katanga. Voilà. Et pas que du Katanga. Pas que du Katanga. Pas que du Katanga. Parce que le budget de l'État, c'est toute la République. Toute la République. Les 120 ans. 120 ans d'une expérience unique et qui a pratiquement été considérée comme la locomotive de notre économie. Et nous voulons qu'on parte sur des très bonnes bases encore pour rêver encore d'une grande GECAMIN comme celle qu'on a connue dans le passé. Quand le concentrateur de Kamoto s'est effondré, ça a été un coup très très dur pour la production, pour les recettes. Et il y a eu comme une petite descente aux enfers, ou une grande, ça dépend. Mais je crois que c'était plutôt une grande parce que le personnel s'est beaucoup plaint avant qu'il y ait un début de remontée. Autour de la GECAMIN se sont construits des villes, des infrastructures, des compétences et des écosystèmes économiques entiers. Elle a façonné des territoires et a contribué durablement au développement du pays. Il faut dire que la GECAMIN a une place particulière dans la vie des Congolais. Chaque Congolais, ou presque, a son histoire avec la compagnie minière. Un lien qui s'explique par le fait qu'elle intervient dans quasiment tous les secteurs de la vie du pays. De la santé à l'éducation, avec des écoles, des hôpitaux disséminés sur l'ensemble du territoire. Chacun a son histoire avec la GECAMIN. Alors, je commencerai par les dictons qui est le plus célèbre dans l'ex-grande province du Katanga. Vous allez me permettre de le dire en swahili. GECAMIN, Joe Baba, Joe Mama. La GECAMIN, c'est les papas. La GECAMIN, c'est la maman. Pourquoi? Puisque la GECAMIN, c'est elle qui a nourri notre pays, qui continue d'ailleurs aujourd'hui à être, comme on dit, une locomotive de notre économie. J'ai une histoire avec la GECAMIN, une histoire heureuse et une histoire triste à la fois. L'histoire heureuse, c'est que j'ai été extrêmement bien formé à la GECAMIN. Je me souviens, lorsque je suis arrivé comme jeune ingénieur, il y avait un programme de formation très rigoureux. Tout ingénieur de votre état, on vous mettait en équipe tournante. Et je me rappelle la première fois, parce que j'étais en pyrométallurgie, l'ingénieur en chef m'a emmené voir la coulée de cuivre. Et avant de commencer la coulée, il m'a emmené voir dans le four. Et il me demandait, qu'est-ce que tu vois dans le four? J'ai dit, mais je vois que du feu. Je vois que du feu. Il m'a dit, espèce d'idiot, c'est pas du feu. C'est un bain. C'est un bain liquide, c'est pas du feu. Et voilà, il y a une scorie dessus, et voilà, allez, regarde encore une fois. Et c'est tous des souvenirs qui me reviennent. Mais c'était une très belle école de formation, tant dans le management que dans la métallurgie même et dans les méthodes minières. C'était une grande puissance et j'appelle de tous mes voeux que cette GECAMIN renaisse encore de ses cendres. L'histoire malheureuse, c'était laquelle? L'histoire malheureuse, c'est lorsqu'on a voulu politiser les choses au pays. Je me suis levé un matin
Et je ne savais pas que la veille, un mot d'ordre avait été donné. Que les non-originaires ne se présentent pas sur le lieu de travail. Moi, je venais de Kinshasa. J'avais une petite voiture que j'appelais Choupette, mon hélicoptère de commandement. C'était une petite Mini Maurice. Avec ma taille, j'avais le volant entre les jambes comme ça parce que j'étais parqué ma Choupette. Mais on commençait très tôt dans la salle des ingénieurs. À 5h30 déjà, on regardait les graphes de production, etc. Et juste avant 6h du matin, il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur. Et puis la porte de la salle des ingénieurs s'est ouverte brusquement. Je me rappelle, il y avait une vingtaine de travailleurs tous survoltés avec les yeux rouges ils s'étaient drogués ou je ne sais trop quoi et ils criaient je ne comprenais pas bien. On était 6 ou 7 ingénieurs. Et très vite, j'ai compris que c'est de moi qu'il s'agissait. Il fallait débarrasser le plancher. Et je me suis retourné vers les autres collègues qui étaient avec moi. J'ai dit, mais les amis, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Non. Comme par hasard, ils étaient tous dans leur graphique. Et pendant ce temps, l'un, le leader, il s'approchait vers moi. Il avait un seau d'acide sulfurique. Parce que dans ce complexe métallurgique, on produisait aussi de l'acide sulfurique. Parce qu'il y avait la branche pyro et puis la branche hydro. Du côté hydro, on produisait l'acide sulfurique. Et il s'est approché à moins d'1 mètre de moi. Il m'a dit, écoute, monsieur, je vais te renverser ça. Alors, tu vois, quelqu'un qui est déjà drogué donc il n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il va faire, mais il dit qu'il va te renverser l'acide sulfurique. J'ai capitulé très vite. Très vite, j'ai mis les mains en l'air. J'ai débarrassé le plancher. Et j'ai juste été prendre ma petite mallette qui était restée dans mon bureau. Et ils étaient derrière moi. Et je peux t'assurer que de la sortie de la salle d'ingénieur jusqu'au parking, c'était peut-être 100 mètres. Ça m'a paru être des milliers de mètres parce que derrière toi, on te suivait avec des insanités. Et il y avait un seau d'acide. Et à tout moment, tu t'attendais à ce qu'on te renverse ça dans le dos. Et donc voilà, et je suis entré dans ma voiture. Ils m'ont laissé rentrer à la maison. Et à la maison, quand j'arrivais, on débranchait déjà le téléphone, on débranchait tout. Parce qu'à l'époque, on avait même les téléphones à la maison. Les téléphones, l'époque. Filaire. Où il y avait un anneau où tu faisais comme ça, là, tu te rappelles? Dans l'époque, voilà. Là, oui, avec les chiffres. Exactement, ils venaient débrancher tout ça, etc. C'était mon dernier jour à la GECAMINE. C'est comme ça que j'avais quitté la GECAMINE. Et j'ai été m'exiler en Afrique du Sud où je me suis recyclé dans la recherche d'abord à l'université et puis dans les charbonnages d'anglo-américaines. J'ai été travailler et puis voilà. Le reste, c'est l'histoire. La GECAMINE a l'âme formatrice parce que je vous annonce que la GECAMINE a 101 écoles. Et l'entretien. À travers le pays, sans une. À travers le pays. Et des hôpitaux. Dans les Grands Katanga, une dizaine d'hôpitaux, des cliniques. Okay? Et pour le bien-être de la population, sans compter les centres sportifs. Donc en réalité, quand on embrasse autant de choses, est-ce que ça peut être rentable? Est-ce que vous ne sortez pas du cadre d'une entreprise minière, tout simplement, pour entrer dans autre chose? Quelqu'un parlait de souveraineté, mais une entreprise qui fait de la santé, qui fait de l'éducation, qui fait de la formation, qui fait de l'agriculture. Oui. Est-ce qu'elle est encore une entreprise minière? Mais aujourd'hui, quand vous le dites, M. Alain, je vous rétorque qu'aujourd'hui, le SCG, qui était le RSE hier, nous demande de faire dans le social. On ne va pas nous reprocher à nous d'avoir pris de l'avance. Au moins sur ces points-là, nous sommes en avance sur le social. Donc, c'est notre ADN, il est minier. Mais est-ce que ça peut vous rendre concurrentiel dans un environnement qui est particulièrement concurrentiel? Nous n'avons pas à être concurrentiels parce que nous n'avons pas une concurrence avec d'autres entreprises minières. Nous sommes une entreprise de l'État. Nous créons de la richesse pour le bien-être de nos populations et pour de l'État congolais. Donc, que cet argent aille pour les soins ou la santé ou l'éducation de notre population, ce n'est que bénéfique pour l'État. La GECAMINE a eu une philosophie de former les gens, de l'école gardienne jusqu'à l'université. Et au-delà, avec des centres de formation continue. En 2023, nous avons créé un programme où nous envoyons des cadres pour faire leur exécutif MBA ou des formations techniques au Maroc, en Afrique du Sud, pour ramener des compétences et surtout des pratiques nouvelles à intégrer. Nous avons un programme pour améliorer l'école de Mutoshi, l'école la plus célèbre du Congo en termes de système éducationnel. Les ingénieurs, elle est la base de plusieurs changements et sur elle, nous travaillons pour pouvoir avoir du personnel pour nous-mêmes et pour le reste du secteur économique, dans le secteur minier dans lequel nous sommes, joint venture compris.
GECAMIN, c'est aussi, et c'est celle-là la surprise, une bonne partie qui est consacrée à l'agriculture. On ne s'attend pas à trouver dans une société minière un volet agriculture important. Pourtant, nous allons parler d'agriculture maintenant avec Éric Luamba, qui est le président du conseil d'administration de cette structure qui s'occupe d'agriculture. Déjà, comment la GECAMIN arrive à l'agriculture? Comment une société minière s'occupe aussi d'agriculture? La GECAMIN, si vous lisez ses statuts, n'a pas seulement comme objet de l'exploration ou l'exploitation des minéraux. Elle a aussi comme objet l'exploitation agricole pour l'intérêt de la communauté. La population a besoin effectivement de soins et santé, de l'éducation, mais aussi de se nourrir. On dit l'agriculture, quelles sont les superficies dont vous disposez et qu'est-ce que vous cultivez? Nous avons un portefeuille de 30 000 hectares. Alors, nous avons comme vocation de cultiver, de faire des cultures diversifiées, mais étant donné que dans la région d'intérêt minier du Katanga, la principale alimentation ou les principaux aliments que la population consomme, la majorité, c'est le maïs. Voilà pourquoi, dans les contextes actuels, on se focalise plus sur le maïs, même si bientôt, on est en train de vouloir faire aussi la culture de soya, parce qu'à côté de l'agriculture, nous avons aussi les incubateurs de œufs avec l'élevage de porc. Et ces élevages de porc dépendent jusqu'à ce jour donc, de l'importation des aliments qui doivent venir de l'extérieur, avec tout ce que cela comporte comme problème des coûts. Parce que ce n'est pas normal que l'on fasse encore venir des œufs de l'étranger pour le grand pays qu'est la RDC. Oui, c'est ça la grande question à laquelle l'agriculture... Même du manioc. Parce que nous avons 200 000 pondeuses et avec un taux de ponte de 70%, donc nous produisons chaque jour 210 000 œufs. Ça, c'est du concret. Mais en même temps, nous avons aussi une porcherie capable d'avoir plus de 1000 têtes. Et donc, nous, à cela, nous voulons aussi essayer de voir si nous pouvons faire des poulets de chair, parce qu'à l'époque, on les faisait déjà. Nous voulons justement éviter que la République démocratique du Congo exporte les devises, parce qu'on dit qu'il exporte des cuivres, mais exporte aussi les devises en voulant acheter du maïs à l'extérieur et tout ça. Nous voulons donc arrêter cette hémorragie. C'est quand même absurde que l'on importe du maïs de la Zambie, de Tanzanie et d'Afrique du Sud, même du Brésil, en RDC. Même du Brésil. Carrément. C'est quand même grave ça. Donc avec tout ce que nous avons pour les 80 millions de terres arables, nous puissions dépendre de comment on appelle ça, des voisins du Brésil ou des Zambie, alors que la Zambie, pour les cas qui nous concernent, la Zambie c'est un pays désertique. Et le Congo, c'est le pays de l'espace vert, mais comment est-ce qu'on peut dépendre des Zimbabwe qui est en fait dans les déserts des Kalahari? Alors maintenant, pour revenir à ce que nous faisons cette année, par exemple, cette année, nous avons fait 3500 hectares. 3500 hectares donc, de maïs que nous sommes en train de produire. Que vous avez mis sur le marché. L'année passée, on a fait 2000. Cette année, on fait 3500. Et l'année prochaine, on a l'ambition de faire 5000. En tout cas, nous vous remercions pour être passé. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de Agrico. C'est moi qui vous remercie. Chaque Congolais se souvient avec nostalgie de la GECAMIN qui était vraiment la vache à lait de l'État. Elle était descendue jusqu'aux enfers, avec un mécontentement de son personnel et la fermeture de la mine de Kipushi qui a été le plus gros coup dur. Mais elle résiste et se restructure. Elle s'organise différemment pour ne pas plonger. Aujourd'hui fortement courtisée, particulièrement sollicitée, peut-elle survivre dans cet environnement particulièrement volatile et instable? L'espoir est intact pour la GECAMIN. En même temps qu'on a les ressources minérales dans le sous-sol, rien n'est perdu. Parce que les ressources minérales, voyez-vous, on ne déplace pas. Ces ressources n'émigrent pas. Elles sont là. Oui, mais si on a cédé tout, si on a cédé les licences à beaucoup d'autres, des actifs à beaucoup d'autres, ça ne vous appartient plus. La GECAMIN a ses chances intactes aujourd'hui. En fait, c'est ça le scandale de la RDC. La dotation minérale, elle est exceptionnelle. Tout ce qu'on a cédé, tout ce sur quoi on a transacté, nous parlons de moins de 10% de la dotation minérale de ce pays. Et donc la GECAMIN a encore toutes ses chances. C'est à nous maintenant d'investir dans le capital humain, d'investir dans les nouvelles technologies, d'investir dans l'exploration géologique. Dans le juridique aussi, monsieur le ministre. Oui, bien sûr, dans le juridique aussi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de renforcer la gouvernance dans ce secteur. Nous voulons assurer la transparence, nous voulons assurer la traçabilité, nous voulons assurer ce que les anglo-saxons appellent security of tenure, certainty of law.
and the rule of law. Parce que c'est extrêmement important que l'investisseur se sente rassuré, qu'il puisse amener ses capitaux et sa technologie et qu'il n'ait pas besoin de connaître le président Félix, qu'il n'ait pas besoin de connaître Louis Watoum, mais qu'il vienne parce qu'il y a des lois qui garantissent son investissement. Mais pour cela, il faut la ressource humaine, monsieur le ministre. C'est-à-dire, on a le sentiment que là où ça a pêché dans cette organisation, dans cette GECAMIN que l'on célèbre aujourd'hui, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas formé ceux qui devaient lire les contrats et qu'on se trouve aujourd'hui un peu à court parce que ce sont les cabinets de l'autre côté qui lisent les contrats et qui disent le droit. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à fabriquer aussi des juristes congolais dans ce domaine qui soient de forte capacité? Alain, le verre d'eau que je suis en train de boire là, il est à moitié vide ou à moitié plein? On peut avoir un débat là-dessus. C'est selon. Je le préfère à moitié plein. À moitié plein. Moi, je suis positif, je suis optimiste. Il y a énormément de bonnes choses qui se font sur le plan de la formation, sur le plan du capital humain aujourd'hui. Regardez notre administration, par exemple. Elle monte en puissance aujourd'hui. Il y a une école nationale d'administration, l'ENA, où c'est l'élite qui est formée. Nous prenons des jeunes gradués de l'université. Nous les formons aux meilleures techniques de management et de l'administration. Nous sommes en train de digitaliser tous les processus. Nous sommes en train de monter en puissance. Et il n'y a pas que dans l'administration, dans la géologie. Nous cherchons maintenant à former ce qu'on appelle en anglais les competent persons. Les personnes qui sont habilitées à certifier un gisement aux standards internationaux. Il y a énormément de choses qui se font. On le fait sans trop de bruit, parce que lorsqu'on forme du personnel, ça ne fait pas de bruit. Ça. Tous les pays qui ont avancé dans ce chemin-là, la Chine, le Maroc, qu'on considère comme un miracle aujourd'hui, ils ont investi pendant plusieurs années en faisant pas de bruit. Et c'est la même chose que nous faisons. Pas beaucoup de bruit, mais beaucoup de formation et ça avance. La GECAMIN a décidé de reconstruire. Et pourquoi aujourd'hui on produit très peu avant qu'on me pose la question? Justement, j'allais arriver à la production. Parce que nous sommes rentrés maintenant dans les standards les plus sérieux du monde. On ne produit pas pour produire, on produit en fonction d'une réserve connue, d'un objectif connu et surtout dans notre cas, d'envisager d'avoir une transformation locale plus avancée. Aller le plus loin possible dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, quand vous voyez notre présence ici à Indaba, qui est la réunion de familles des miniers, nous sommes bien présents. Et nous n'avons pas honte d'être présents. Et nous nous affichons. Est-ce que quelqu'un qui n'a plus rien, qui est vide, qui n'a plus de ressources, qui a tout vendu, peut venir et se montrer en disant « nous fêtons nos 120 ans » ? Non. Dans quel domaine, quel est le minerai dans lequel la GECAMIN se sent leader? Aujourd'hui, nous sommes parmi les leaders dans le cuivre. Dans le cobalt, bien évidemment, parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, nous avons mis en place aujourd'hui une politique de commercialisation. C'est-à-dire que nous récupérons notre part dans nos participations, dans nos JV, et que nous commercialisons nous-mêmes. Donc aujourd'hui, au point de vue commercial, la GECAMIN est l'un des plus grands producteurs, que ce soit dans le cuivre, le cobalt, le zinc, où nous serons le premier exportateur de zinc, nous sommes présents. Donc une entreprise qu'on dit être vide ne peut pas afficher ses palmarès. Avant, on était une société de production primaire, et puis on est passé à une société à rentabilité financière, où avec les JV, les joint ventures, qui nous rapportaient des ressources financières. Et maintenant, on est en train d'essayer de changer avec un pas en avant avec GECAMIN Trading, où on prend quand même notre participation, on essaie d'avoir la maîtrise dessus, avoir la meilleure rentabilité et une meilleure utilisation. La GECAMIN est un instrument de souveraineté. C'est un bras séculier de la République. Ça veut dire quoi? Elle a des actifs en portefeuille, elle a des actifs qu'elle veut développer, désormais elle commence par une exploration et une certification et après une construction de mines. Donc ça prend un temps et donc dans ce temps-là on ne voit pas de production significative. La GECAMIN a décidé de se rattraper dans toutes ces joint ventures et au-delà en commercialisant. On ne peut pas devenir riche sans être propriétaire. Et dans notre cas, on le regarde et on dit c'est le business des autres. Non, on est devenu trader aussi. La GECAMIN a eu une philosophie de former les gens, de l'école gardienne jusqu'à l'université. Et au-delà, avec des centres de formation continue. En 2023, nous avons créé un programme où nous envoyons des cadres pour faire leur exécutif MBA ou des formations techniques au Maroc, en Afrique du Sud
pour ramener des compétences et surtout des pratiques nouvelles à intégrer. Nous avons un programme pour améliorer l'école de Mutoshi, l'école la plus célèbre du Congo en termes de système éducationnel, des ingénieurs. Elle est la base de plusieurs changements et sur elle, nous travaillons pour pouvoir avoir du personnel pour nous-mêmes et pour le reste du secteur économique, dans le secteur minier dans lequel nous sommes, joint venture compris. Si vous deviez donner une note à la vieille dame qui a 120 ans aujourd'hui, ce serait combien sur 20? Je lui donnerais 9 sur 10 parce que c'est elle qui nous a nourris, qui continue à nous nourrir jusqu'à aujourd'hui. Si notre portefeuille minier à l'époque n'avait pas été privatisé, elle serait aujourd'hui, comme on dit, la fille la plus belle, non seulement du pays, aujourd'hui du monde, par rapport à la position que nous occupons, par rapport à la transition énergétique. Donc, la Mais est-ce qu'elle n'a pas commis certains impairs à un moment donné en ne se concentrant pas sur la formation même, à la fois des techniciens, mais également des juristes qui devaient veiller sur ces intérêts? Oui, tout à fait, mais ce qui est important aujourd'hui est qu'on se ressaisit et qu'on va de l'avant. Mais effectivement, dans le passé, moi j'ai toujours pensé que le premier du capital, c'est le capital humain. C'est là qu'on devait investir. On devait avoir une école de géologie, comme on dit, des références au niveau continental, même au niveau planétaire. Pourquoi? Parce que notre économie a toujours eu comme locomotive les secteurs miniers. Et là, effectivement, il y a un grand retard. Heureusement qu'il y a des réformes qui vont dans le bon sens. Vous savez, quand le chef de l'État nous a confié cette mission de gérer la GECAMIN, il nous a posé 3 axes. Et les 3 axes étaient reconstituer le patrimoine de la GECAMIN, le capital humain et les finances. Aujourd'hui, nous travaillons sur le capital humain. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui partent à la retraite à la GECAMIN, chose qui ne s'est pas fait depuis 30 ans, repartent avec leur pactole. Le pactole. Okay? On le leur a payé ou pas? On le paye en une fois, c'est pas en plusieurs fois, on le paye en une fois. Et à ces jours et dans les prévisions que nous avons, nous faisons partie de 2500 personnes jusqu'à la fin de cette année. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris les taureaux par les cornes, le problème concernant le capital humain, et que nous sommes en train de le régler parce que nous assurons le rajeunissement de notre population, de notre capital de travail, le capital humain pour le travail. Donc de ce côté-là, on a eu pris du retard, mais qu'on est en train de résorber. Je vous annonce qu'on avait une dette à la sécurité sociale qu'on est en train de payer. Donc tout ça pour que nous nous mettons à niveau et que nous puissions exercer dans le meilleur des conditions. 120 ans, ce n'est pas rien, ça se célèbre. Elle a survécu malgré les nombreuses turbulences. Et c'est tout ce qui lui souhaite un heureux anniversaire et bon vent. Pas seulement les Congolais, les Africains en général qui voient en elle un exemple de résilience. En tout cas, nous souhaitons bon vent à la GECAMIN qui, pour moi, a franchi un cap en étant elle-même sur le marché pour vendre sa production par elle-même. Bon anniversaire à la GECAMIN. Je vous invite tous à lever votre verre pour un toast. Et félicitations à l'équipe actuelle, parce que je pense que les travaux et le succès qu'on a actuellement nous est dû, et félicitations aussi aux anciens, ceux qui ont supporté, à toute l'équipe qui est derrière, et à ceux qui sont sociétés dépendantes de la GECAMIN également. Je pense que vous apportez aussi votre contribution au succès de la GECAMIN. Félicitations et bon anniversaire. Quand on arrive dans un endroit comme celui-là, forcément, on s'attend à voir un des géants aujourd'hui des mines. Un pays minier courtisé par la plupart des gens, la Guinée. Et naturellement, lorsqu'on arrive sur cet endroit où tout le monde des mines est présent, on voit affiché Simandou 2040. Aucune surprise. On va aller voir les Guinéens pour voir ce qu'ils viennent vendre ici, ce qu'ils viennent proposer dans ce monde. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Impeccable. Rebonjour. Rebonjour. Alors on va monter. Dès que j'ai fini l'interview, je suis à vous. OK? Donc on va monter. Il faut dire qu'ici, chaque pays a un peu son espace. Chaque pays minier naturellement. Et la Guinée ne fait pas
ne fait pas exception puisqu'ici, il y a 2 étages. On va monter pour voir ce qu'ils viennent faire ici, à Cape Town. Nous sommes donc dans l'espace Guinée, tout en haut, et surprise, qui on voit, Comment vas-tu? Ça va, bro. Tu vas bien? Alhamdulillah. Tu vas bien? Bonjour, madame. Enchanté. Ah, c'est vous qui êtes pour la Transguinéenne, qui aujourd'hui ne transporte plus seulement les minéraux, mais les hommes et la marchandise. Dans la deuxième phase. Bien. Alors, on va s'asseoir chez vous un peu. Allez, merci. Merci. Alors, qu'est-ce que la Guinée vient proposer dans cet espace qui est celui de tous les grands miniers du monde? Ce qu'on est en train de vendre ici aujourd'hui, c'est la destination Guinée. C'est une nouvelle Guinée, Guinée avec une vision très claire, avec Simandou 2040, qui montre clairement la vision du chef de l'État par rapport au développement du pays. Ce n'est plus juste un projet minier, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de société aujourd'hui. C'est un programme. C'est un programme. Et ce qui est en train de se voir partout dans le monde entier aujourd'hui, la Guinée devient attractive. Au-delà des mines, il y a l'éducation avec le Simandou Academy, il y a l'agriculture. Tout le monde connaît aujourd'hui le potentiel de la Guinée par rapport à l'agriculture. Il y a les infrastructures, il y a l'immobilier, tout ce que vous voulez comme investissement. La Guinée aujourd'hui est prête et ouverte pour le. Alors la Guinée vient souvent ici. Est-ce que vous sentez un changement dans la manière d'aborder la Guinée pendant que vous êtes ici? D'abord l'image. Et vous avez joué un rôle incroyable. Je disais merci pour ce que vous avez fait, parce que moi, quand je suis arrivé en Guinée il y a 2 ans pour soutenir le gouvernement sur le branding et le soft power du pays, j'avais regardé tes vidéos et vous m'avez donné beaucoup d'informations par rapport à Simandou Projet. Ah, merci. Donc, merci. L'image, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pourquoi c'est important pour nos pays en Afrique de recréer l'histoire pour nos pays, raconter nos propres histoires. Et parce que sur ça, perception is reality. Et cette perception que les gens ont de vous, c'est comme ça qu'ils vont traiter. Absolument. Aujourd'hui, la perception on a besoin de notre Guinée, narratif. ça a changé carrément la narrative. Aujourd'hui, tout le monde veut voir qu'est-ce qui se passe en Guinée, parce qu'il y a une histoire qui a été racontée, qui est très positive. Alors, on a vu le showcase, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ouais. Ils viennent de partout du monde entier. Donc, la Guinée devient une destination intéressante. Exactement. Pas seulement pour les mines. On pense à l'après-mine à travers ce programme Simandou. Exactement. Alors, aujourd'hui, est-ce que la Guinée, dans sa formulation actuelle, a pensé à ceux qui vont travailler sur les mines? Parce que jusqu'à maintenant, les mines, c'était l'affaire des autres qui arrivaient. Est-ce qu'il y a une démarche telle que il va y avoir des spécialistes des mines, pas seulement dans le domaine de l'extraction, mais aussi dans le domaine du juridique? Mais ça, on le voit déjà. Vous avez vu le capital humain qui est déjà la majeure partie des gens qui travaillent autour de ce projet pour le gouvernement. C'est la diaspora guinéenne qui reviennent, les enfants de ce pays qui ont les compétences qu'il faut. Vous avez écouté aujourd'hui Mme Maïmouna Diakhabe qui était pertinente, qui a parlé de la vision du président, mais aussi les questions juridiques et économiques du pays. Ça, c'est des enfants du pays qui sont à l'extérieur, qui reviennent pour soutenir la vision du président aujourd'hui. Et au-delà de ça, ils sont allés loin. Ce qui me plaît beaucoup dans ce programme, c'est le Simandou Academy. Ils font maintenant tout pour que les revenus de ces projets-là puissent former les enfants demain, les futurs Guinéens qui vont tenir le pays et qui vont diriger le pays. Et qui vont comprendre qu'il y a un travail qui a été fait pour leur léguer cette legacy. Justement, on en a rencontré ici sur le site de Cape Town, ici à Indaba Mining, un jeune Guinéen qui lui a pris sur lui de retourner au pays, de travailler sur place au pays, de créer des entreprises. Il compte aujourd'hui plusieurs centaines d'employés. On va aller à sa rencontre juste après ceci, puisqu'il est intéressant de voir qu'il y en a qui viennent de plus en plus au pays pour se mettre dans ce secteur qui était jusque-là réservé aux étrangers. Merci à toi de nous avoir reçus ici. Mais merci. Et puis merci pour le travail que tu fais pour la Guinée. C'est normal, on est africain. N'est-ce pas? Là où on voit les choses qui marchent, on doit soutenir. Absolument. Merci, bro. Merci à toi. Good job. Bye bye. Bonsoir Diaby. Bonsoir. Salut Mohamed. Bonjour Alain. Alors, 2 jeunes qui se retrouvent dans la grande messe mondiale des mines à Indaba, ici à Cape Town. Qu'est-ce que vous venez chercher ici en fait? Indaba, j'ai envie de dire, c'est un peu la
concrétisation de 5 ans de GT West Africa. C'est une place où on retrouve un peu tous les acteurs du monde minier. On a un modèle qui, j'ai envie de dire, qui est entre les mines, mais aussi qui fédère, qui catalyse la diaspora. Et on s'est toujours défini, GT West Africa, comme un acteur qui fait cette jonction entre la diaspora et l'Afrique. Mais c'est vrai que notre cœur de métier, ça reste les mines. Et aujourd'hui, on est assez fiers avec Karamba quand on rencontre des acteurs qui reconnaissent tout ce travail qui a été fait côté GT West Africa. On y reviendra. Mais c'est une fierté d'être là. C'est la première année qu'on vient à Indaba, en Afrique du Sud, à Cape Town, et de rencontrer ces acteurs de différents pays également, au-delà de la Guinée. Ça nous permet de voir beaucoup plus loin qu'est-ce qu'on peut faire dans la sous-région et impacter davantage. Mais c'est quoi votre rôle dans les mines? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi votre corps de métier? Alors nous, GT West Africa, on est une société de transport et de logistique. Tout ce qu'il y a de plus classique, d'accord? On a des contrats avec les sociétés minières, autant dans le transport de bauxite ou le transport de minerais aurifères. Et nous, ce qui est innovant, c'est qu'on a créé une plateforme sur laquelle toute personne justement peut investir et prendre part au financement des engins. Donc nous, GT West Africa... Explique-moi ça bien, expliquez-moi bien. Ça veut dire... Alors, pour faire la genèse, on crée GT West Africa il y a 5 ans. L'idée, elle est très simple. En Guinée, on parle beaucoup de bauxite. Bon, aujourd'hui, beaucoup plus de ciment doux. On parle souvent de scandales géologiques. On a vu le reportage. Ouais, ça nous a beaucoup éveillé aussi. Info, oui. On a beaucoup vu et on s'est dit, bon, nous, on est issus de la France, moi, de région, lui, de Limoges. Donc vous êtes deux enfants de la diaspora. On est deux enfants de la diaspora. Nés dans la diaspora, nés à l'extérieur. Nés en France. À Limoges, dans la campagne française. Mon Dieu. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, Auxerre. Clermont-Ferrand, Limoges. Et un jour, vous décidez que vous allez rentrer au pays. Un jour, alors, je pense que l'idée, c'est pas un jour on se dit on va rentrer au pays. On s'est dit, mais attends, il y a un problème. On voit que le monde, il tourne bien en Occident. Et nous, on a des compétences. Moi, je fais une école de commerce. Kamba aussi, il a un background. On se dit, mais où est-ce qu'on a le plus d'impact? Est-ce que c'est ici en Europe ou est-ce que c'est en Afrique, entre guillemets, chez la terre de nos parents? On y va très souvent en vacances, en été, bon c'est bien, on y va un mois, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Donc l'idée, on va dire, elle est née un peu de ça et de se dire, attends, il y a la diaspora, il y a 95 à 100 milliards de transferts de fonds, il y a quelque chose à faire. Comment on arrive à catalyser ça? On parle du FMI qui envoie des fonds, on ne sait pas où ça part, on comprend pas, on sait jamais. Les banques en Afrique, on sait que les taux d'intérêt sont très élevés et nous, on a une certaine sensibilité, une certaine éthique avec l'argent, c'est comment on arrive à fédérer tous ces gens de la diaspora qui disent tout le temps on veut aller investir en Afrique, mais comment on le fait, où, dans quel secteur? Et c'est là que GT West Africa répond à un problème concret. C'est-à-dire, GT West Africa, je veux résumer si j'ai bien compris. Oui. C'est dit, nous on monte une boîte, on va aller dans les mines, transport et logistique. Si un bonhomme de la diaspora, une nana de la diaspora pour parler vulgairement, a envie d'investir en Afrique, il peut rejoindre GT West Africa. Il peut investir dans des engins qui vont travailler au compte de GT West Africa. C'est-à-dire qu'il vous donne de l'argent que vous investissez dans pour financer les engins. Les équipements, c'est des asset back, on va dire financer des engins tangibles, des actifs qui ont concret, des rendements concrets, qui est palpable et qui travaillent dans les mines et en toute transparence parce que on s'est aussi dit mais c'est l'Afrique, il y a la confiance, on ne sait pas avec qui travailler, oui, comment ça, on fait. Problème. Et ça, c'est le plus gros problème. Beaucoup de personnes ont perdu de l'argent en investissant au Exactement. On parle beaucoup de la crise de confiance. Et nous, GT West Africa, ce qu'on a réussi à faire, c'est de connecter les opportunités avec les attentes de la diaspora. C'est-à-dire que nous, avec notre présence sur le terrain, on a pu identifier les engins, identifier les acteurs et mettre en place une solution qui est adaptée. Aujourd'hui, les gens vont sur notre plateforme, ils peuvent investir tranquillement. On collecte les fonds, on fait l'achat des engins, on les achemine en Guinée-Conakry. C'est transparent, on fait travail. C'est totalement transparent dans le sens où on s'est dit, ok, il y a cette problématique où il n'y a pas de confiance parce qu'il n'y a pas de transparence. Comment on fait? Aujourd'hui, on a se sont fait à juste titre. Donc, comment on réfléchit pour, on va dire, déniveler un peu tout ça et s'assurer que les gens viennent investir en toute confiance? Aujourd'hui, on a des trackers sur tous les engins. Les investisseurs peuvent venir en Guinée même, aller dans les mines avec nous pour leur montrer ce qui se passe. Ces trackers leur permettent de vraiment suivre leur engin au day-to-day, nombre de kilomètres, consommation de carburant. Ah oui, c'est-à-dire que j'ai investi, j'ai 3 engins, je suis capable de savoir ce que ces engins font. Précisément où ils sont, il y a des reportings mensuels. Donc on a vraiment essayé il y a cette discipline, cette rigueur de dire,
c'est des, entre guillemets, les gens, c'est des néophytes dans les mines. On sait que les mines, ça fait peur. Oui, parce que quand on dit mine, généralement, jusqu'à maintenant, c'était les grandes compagnies internationales qui étaient dans le domaine. Est-ce que vous avez gagné la confiance de vos dirigeants? Alors, c'est un point qui est intéressant. On a toujours voulu plus ou moins être indépendant. Non pas qu'on ne veut pas forcément être vu comme une entreprise forcément liée à l'État, mais c'est de se dire, aujourd'hui on est en Guinée, on vient d'ouvrir le Sénégal, on vient d'ouvrir le Burkina. Le mindset, c'est on fait du B2B. Parce que les sociétés internationales, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand c'est l'heure de payer, elles payent. Et nous, on a besoin d'embarquer nos investisseurs sur un chemin balisé avec des acteurs qui connaissent, qui ont un savoir-faire. Et aujourd'hui, le fait de travailler avec des acteurs locaux en Guinée, avec l'expertise qu'on arrive à amener, ça fait qu'on est suffisamment rassuré. Bien évidemment que l'État a un rôle à jouer. Je pense que notre modèle montre qu'il y a une voie alternative, qu'on n'est pas obligé de tout le temps dire « Ah, alors l'État n'aide pas, il n'y a pas de financement ». Non, à un moment donné, comment on fait ? Dans ce domaine, par exemple, en Guinée, vous savez bien que je travaille un peu dans ce domaine-là. En Guinée, il y avait quand même pas mal de magouilles, surtout sur le transport et la logistique, qui appartenaient souvent à des pontes du régime et qui, à la vérité, ne revenaient pas aux nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous garantissez que quelqu'un qui vient chez G-West Africa, investit, ne va pas voir son argent s'en aller et ne va pas perdre le marché parce qu'un ponte du régime a décidé que non, c'est sa chasse gardée? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a plus de 500 investisseurs partout dans le monde qui nous font confiance. On a commencé depuis 2021 et il y en a beaucoup qui ont eu déjà leur retour sur investissement. Comme disait Mohamed, il y en a beaucoup aussi qui viennent sur le terrain. Et nous, au fait, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est vraiment la confiance. Par rapport à la diaspora, aujourd'hui, le principal frein en fait, à l'investissement, c'est la crise de confiance. Et nous, avec notre transparence, le fait que les gens viennent sur le terrain, qu'on a des contrats, que tout est vraiment partagé, c'est ça, au fait, qui fait vraiment la croissance. Parce que nous, on parle beaucoup de la confiance au cœur de la croissance. Et ça, aujourd'hui, nous, on est vraiment le fruit de ça. Là, ça, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que GT-West Africa en Guinée, c'est 200 collaborateurs. C'est plus d'une centaine d'équipements et on a cette façon de travailler qui est très agile. On ne dépend pas d'un seul acteur minier aujourd'hui. On est aussi bien en Haute-Guinée, en Basse-Côte, ce qui nous permet d'avoir une certaine autonomie et une certaine agilité dans la manière dont on place les engins et sécurise les investissements des gens qui nous font confiance. Définitivement, vous êtes rentré au bled alors? C'est ça. On peut dire ça. On a encore beaucoup à faire. Non, on est là, on est très bien ici. On est beaucoup en Guinée, ça se passe très bien et on ouvre le Sénégal dans la même logique, on ouvre le Burkina dans la même logique parce qu'il y a un terrain, il y a des opportunités et on veut être positionné avec ces gens de la diaspora. On parle beaucoup de démocratiser l'investissement minier. Parce que, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu la chasse gardée des grosses sociétés minières. Tout à fait. Mais nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et je pense que la méthodologie, c'est d'y aller progressivement. Ces grosses sociétés ont un savoir-faire qu'il ne faut pas négliger. On est là pour apprendre, mais on est là pour se dire demain, on est capable d'opérer des mines en toute transparence avec le savoir-faire qu'on aura accumulé ces dernières années. Ben, je vous souhaite bon vent. Hein. Merci beaucoup. On va revenir vous voir. Avec grand plaisir. En espérant que vous donniez envie à beaucoup d'autres jeunes de la diaspora de suivre votre exemple, parce qu'on avait toujours l'habitude que ce soit les jeunes partis du bled qui retournent au bled. Pour nous, vieux parents, quand on regarde que vous, qui représentez nos enfants, qui nous sommes de la diaspora, vous retourniez, et ça nous fait chaud au cœur en tout cas. Merci. Bon courage. Merci. Merci Diaby. Hein? Bon courage. Merci. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse de la diaspora revenir prendre part à la transformation que connaît le pays, saisir l'opportunité qu'il représente. Et ils sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin du retour, notamment en Guinée où les choses semblent vraiment bouger. Je suis Madame Toréline Kaba, CEO de la société Haile Negos International Group, fondée en 2014, donc depuis 12 ans. J'évolue dans le secteur du transport, la logistique et les infrastructures. J'ai commencé le transport de minéraux en fait en 2021, donc cela fait 5 ans maintenant. J'ai débuté très tôt l'entrepreneuriat, ça fait 12 ans encore une fois que je dis que j'évolue. J'adore les affaires, donc j'ai voulu connaître le début du processus des mines. J'ai commencé dans le transport de la bauxite. Dans le transport. Voilà. Jusqu'à maintenant, le transport, avant que le régime de change remplace le transport, c'était du domaine des entreprises chinoises. Pour l'essentiel, en tout cas, c'était des entreprises étrangères. Comment une jeune fille comme vous se retrouve à l'intérieur?
Alors, d'ailleurs, moi, ce sont des Asiatiques qui sont venus au sein de ma société de négoce, qui m'ont demandé comment avoir un contrat de transport de minerais. Et ça m'a tiqué l'oreille tout de suite. Je me suis dit, mais comment des étrangers peuvent venir dans mon pays et demander un contrat de transport? J'ai dit, mais attends, je suis guinéenne. Je suis allée voir une société minière de la plage. Je les ai demandé, écoutez, je veux un contrat de transport de minerais. Je ne suis pas seule, mais j'ai des partenaires asiatiques qui veulent bien m'accompagner. Est-ce que c'est possible d'avoir un contrat? Je l'ai eu tout de suite, mon contrat. Ça m'a pris un peu de temps, mais je l'ai eu après 1 mois de négociation. Et pendant 1 année, ces Asiatiques travaillaient sur mon contrat de transport de minerais. Et c'est là que la curiosité et l'envie m'a donné envie d'essayer moi-même et acheter mes propres engins. Alors, vous démarrez avec des Asiatiques, vous regardez un peu ce qu'ils font, un peu à leur manière aussi, puisqu'ils regardent ce que les autres ont fait. Et ensuite, derrière, vous décidez que vous allez vous mettre par vous-même. Aujourd'hui, combien d'employés vous avez? Bon, j'ai à peu près 300 employés dans la logistique minière. Certainement, d'ici la fin d'année 2026, on va sur des milliers d'employés. Comme je le disais, j'évolue dans le secteur du transport de la bauxite. Je viens d'avoir un contrat de mandat de vente de bauxite également. Je suis en train de fonder en coulisses ma propre société minière. Ah oui, je suis L'appétit vient en mangeant. Exactement, je suis très ambitieuse, j'ai une longue vision également. Donc, Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés, vous en tant que femme d'un et en tant que Guinéenne, à avoir ces marchés-là, qui jusqu'à maintenant étaient l'affaire des grandes firmes internationales? Alors, rencontrer des difficultés, je pense que ça ne doit pas être un obstacle. Okay? Comme je le disais, je suis curieuse, ambitieuse, j'ai jamais eu de difficultés à surmonter. Je pense que quand on veut quelque chose, on a un objectif, une vision, on essaye de l'avoir. Et après, c'est à nous de nous prouver en tant qu'entrepreneur qu'on peut le faire. C'est vrai que je suis une femme. J'ai évolué dans le transit, ensuite la logistique. Ce ne sont pas des secteurs qui me font peur. J'essaye d'apprendre tous les jours. Aujourd'hui, je travaille dans la zone de Bokeh, à Bofa, dans différentes villes en Guinée. Aujourd'hui, combien d'engins vous avez et quel type d'engins, grosso modo? Alors, j'ai des camions bennes 12 roues, j'ai des camions semi-remorques, à peu près 200. Je compte en avoir 500 d'ici la fin de l'année, donc voilà. Est-ce que vous avez été suivi par les banques? Parce qu'on n'achète pas 500 camions de cet ordre-là comme ça. Ça veut dire que vous avez été suivi par... Bien sûr. Alors, comment j'ai fait la première fois? C'est là que j'ai fait un business plan. J'ai monté un business plan pour avoir mon premier financement en République de Guinée. Voilà. La deuxième année, encore, j'ai essayé. Et là, aujourd'hui, je travaille à l'international. J'ai pu avoir des financements auprès de sociétés chinoises à l'étranger. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir mes engins. Vous avez toujours les Chinois avec vous ou bien vous vous êtes émancipé? Alors, en termes d'engins, j'utilise du Shackman, XCMG. Je suis en train de voir avec Renault, mais c'est pas question de Chinois ou étrangers. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, on a beaucoup plus besoin de rentabiliser. Il s'agit d'avoir des camions adéquats pour l'Afrique qui nous permettent d'amortir facilement. Voilà, c'est pourquoi je vais sur cette eau. Voilà. Est-ce que vous avez le courage de dire votre chiffre d'affaires? Non, j'ai pas le courage de le dire. Vous n'en avez pas le courage? Non. Est-ce que vous avez les facilités de pouvoirs locaux? Parce qu'on parle beaucoup de content, local content. Est-ce que les autorités vous facilitent le moyen d'accéder à des marchés? Aujourd'hui, grâce à la vision de notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, la Guinée a complètement changé. On évolue positivement. On a énormément d'opportunités, que ce soit dans les secteurs de l'agriculture, du transport, du commerce, quel que soit. C'était pas comme autrefois. Donc, tout entrepreneur qui a un projet, un business plan, arrivera forcément à décrocher un marché. Que ce soit un marché ou pas, je pense qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de créer notre environnement. Comme je le disais encore tantôt, quand on a un bon projet, quand on a un bon business plan, on le présente, que ce soit aux banques, que ce soit aux structures financières, que ce soit à l'État, s'ils nous font confiance, s'ils croient à notre projet, à notre vision, ça peut être réalisé. Je vais finir par cette question. C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que vous avez suivi comme formation pour vous retrouver
dans les mines aujourd'hui, après être passé par le transit? Alors, je suis née aux États-Unis, guinéenne de naissance. Je suis arrivée à Conakry début 2014. Ma mère, voilà, qui était une femme formidable en République de Guinée, Adja, Madame Kabaro Dibari, qui m'a donné cette envie d'entreprendre. Donc, elle m'a beaucoup appris dans les affaires, que j'ai d'ailleurs suivies. Ça fait 12 ans que j'ai ma société. C'est vrai que j'ai leur jeune et tout ça, mais je ne le suis pas aussi. Mais j'ai toujours évolué dans l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais être cette femme d'affaires en Guinée qui croit en ce pays, qui croit aux ressources naturelles que son pays a, voilà, pour promouvoir tout ce qui est content local. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci. Bonjour, je m'appelle Agibou Sadali, je suis entrepreneur dans le secteur des mines et de l'énergie depuis une quinzaine d'années en Guinée. Donc, nous développons des solutions de fourniture, de maintenance, de construction et d'ingénierie dans la chaîne de valeur minière, dans la bauxite, le fer et l'or en Guinée. Alors on va parler en français facile, parce que ce que vous venez de dire pour moi c'est du chinois. Okay. Donc très concrètement, en quoi consiste votre travail au quotidien? Qu'est-ce que vous fournissez à qui pour faire quoi? Alors ce qu'on fait c'est très simple. Une mine, souvent quand les gens imaginent la mine, ils voient plutôt l'activité minière en tant que telle. Et nous avons des missions assez spécifiques. Par exemple, nous construisons des petites villes pour s'assurer par exemple que toutes les personnes qui vont travailler dans ces zones reculées soient logées, nourries et maintenues correctement. Donc c'est du life support. Ça c'est une activité assez principale où nous faisons et de la construction et de l'opération de base vie minière. C'est de l'hôtellerie de brousse comme j'aime le dire. Et pour parler en français facile. Et de l'autre côté, nous faisons aussi pour la phase d'opération, nous faisons beaucoup de maintenance d'équipement. Donc nous avons ce qu'on appelle le fixed plant et le mobile plant. Donc fixed plant, c'est tous les systèmes de concasseurs, tous les systèmes de tapis, de convoyeurs, etc. Nous avons développé une expertise pour pouvoir fournir et maintenir ces solutions-là. Et de l'autre côté, ces équipements mobiles, donc c'est les gros camions, les grosses excavatrices, etc. Là aussi, nous fournissons et nous maintenons ces équipements-là. Donc nous pouvons faire et de la fourniture, et de la maintenance, et du service clé en main où nous opérons pour le client. Donc nous avons vraiment une solution clé en main pour le secteur minier et nous faisons cela depuis une quinzaine d'années en Guinée. Alors quand on écoute ça, on se dit mais ça c'était l'affaire des grosses firmes internationales. Comment vous vous retrouvez dedans et quelle expertise vous aviez au départ? Écoutez, ça reste encore très international. La plupart de nos concurrents sont effectivement des multinationales. Mais c'est justement l'opportunité que nous avons vue il y a une quinzaine d'années. Moi, je suis né dans les mines. Mes parents travaillent tous pour la CBG. Donc, je suis né dans une opération minière. Donc, une chose qu'on a toujours voulu changer en utilisant comme outil notre entreprise, c'est de changer ce narratif, c'est d'emmagasiner des capacités. Donc, les 15 dernières années, nous avons pris de challenge en challenge des activités qui étaient historiquement réservées aux multinationales et nous avons réussi à pouvoir avoir des références, délivrer des projets aux standards internationaux. Nous avons par exemple réussi à travailler sur le projet Simandou et nous avons une KPI dont nous sommes très fiers. On a fait plus de 2 500 000 heures sans accident de travail. Donc ça, ce sont les genres de références qui d'habitude sont fournis par des multinationales sur des gros projets. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des entités guinéennes qui arrivent à le faire et ça nous permet d'ouvrir encore d'autres opportunités dans le même sens. Quand vous dites ça, on se dit, c'est quoi la ressource? Parce que l'une des principales faiblesses du pays, c'était la ressource humaine. Ouais. C'était cette ressource humaine que l'on recherche en Guinée. Où est-ce que vous avez trouvé de la ressource? Est-ce que c'est des Guinéens, c'est des Africains? Oui, écoutez, nous avons une vingtaine de nationalités dans notre entreprise. Le changement de paradigme qu'on a pu déclencher dès le départ, c'est de savoir qu'une entreprise guinéenne doit avoir un capital guinéen, créer de la valeur localement et garder cette valeur. Mais nous pouvons utiliser la main-d'œuvre de partout, tant que nous sommes, disons, les metteurs en scène de cette main-d'œuvre. Donc d'un côté, nous sommes sur le marché international du talent où nous compétissons pour attirer les meilleurs talents pour s'assurer que nos standards ne soient pas, comme on dit, réduits. En même temps, nous mettons en place un système de transfert de compétences et nous formons des jeunes Guinéens. Nous avons en ce moment environ une dizaine de jeunes Guinéens qui sont au Maroc pour une formation chez Cummins.
voilà, pour s'assurer qu'ils reviennent certifiés sur certains types de métiers qui historiquement devaient être importés. Donc on fait les deux en même temps. D'un côté, nous pouvons aller sur l'international et compétir pour le talent. Okay. De l'autre côté, nous essayons d'augmenter les capacités locales et on espère qu'on arrivera à une vitesse de croisière bientôt où la majorité, en tout cas des métiers techniques qui sont les mieux payés, qui sont les plus décents, pourront être locaux. Quand on regarde la Guinée, l'histoire de la Guinée, c'est l'histoire, j'ai dit, de 64 ans de braquage. C'est ce que on a vécu en Guinée jusqu'à maintenant. Pensez-vous qu'avec des jeunes de votre acabit, des jeunes bien formés, des jeunes qui en ont envie, on pourra changer cette donne qui fait que les mines ne sont plus l'affaire seulement des firmes étrangères qui en profitent pour que cela bénéficie aussi aux nationaux? Absolument, je pense que ça commence déjà à changer. Nous avons effectivement historiquement un secteur minier qui, on doit le dire aussi, n'intéressait pas beaucoup les locaux. Donc nous sommes une première génération de jeunes entrepreneurs qui voulons participer à cette activité. Et aujourd'hui, nous, on peut dire qu'il y a aussi une volonté politique pour accompagner ces efforts, surtout par la compétence et le track record. Parce que là où l'Afrique aussi a beaucoup pêché, c'est que les opportunités sont souvent parties vers les personnes bien positionnées ou bien en relation. Aujourd'hui, nous avons un leadership qui reconnaît des gens qui font des choses et qui leur permet, disons, de participer aux activités du pays. Pour moi, cela nous permettra d'être moins, disons, la victime et qu'on puisse être les vrais acteurs, disons, du développement du pays. Et nous avons quand même, comme je le dis, un secteur minier extrêmement intéressant, où il y a énormément d'opportunités. Et tous les jours, ce que nous essayons de faire comprendre à d'autres personnes aussi, c'est de s'intéresser. Parce qu'il y a il y a une très grande facilité de dire que, disons, c'est les autres qui n'ont pas fait, mais qu'est-ce que nous on a fait, hein? Qui s'est formé, qui est allé chercher l'opportunité. Et il y a des pays comme le Ghana aujourd'hui, le Mali, etc., où vous avez vraiment une montée en puissance d'opérateurs locaux. Et je pense que la Guinée pourra aller encore plus vite. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une urgence à créer un cadre de formation des écoles dans ce domaine-là? Est-ce que ce n'est pas ça la priorité des priorités? Absolument. Et je pense que ça a été très tôt identifié par les autorités en place. Vous avez entendu parler de la Simandou Academy, qui n'a pas été voulue comme une école, mais comme un mouvement. Alors aujourd'hui, nous, au sein de IBS nous-mêmes, nous avons adhéré à ce mouvement et nous avons enlisté tous nos partenaires comme Cummins, comme Siemens et autres, pour pouvoir mettre en place des formations certifiantes pour des gens qui étaient chez nous mais qui n'étaient pas certifiés. C'est pourquoi je vous parlais tout de suite d'une équipe qui allait se faire former. Il y aura plusieurs autres cohortes dans le même sens. Aujourd'hui, nous avons, disons, une opportunité de former le plus de Guinéens que possible parce qu'effectivement, il y a un sujet d'avoir des emplois, mais nous, on aime parler d'emplois décents. Donc des emplois qui permettent aux jeunes Guinéens de pouvoir avoir de vrais rêves et de faire réaliser ces rêves-là. Donc aujourd'hui, avec tous les centres de formation qui sont en train d'être développés dans le pays et dans le programme Simandou 2040, le développement humain est vraiment au centre, avec plusieurs universités, polytechniques, etc. annoncées. Ça, c'est le travail de l'État, mais de notre côté, en tant qu'entreprise, nous devons aussi investir dans de la formation pour notre personnel certifiante, du développement dans les métiers surtout techniques, les métiers de l'ingénierie, l'IA. Donc tout ça, c'est des choses que, encore une fois, l'État ne peut pas faire seul. Il faut qu'il y ait des entreprises qui font leur part des choses, qui prennent des risques et qui suivent, disons, les opportunités de la manière la plus responsable que possible. Dernier volet, c'est que le domaine des mines, le secteur minier dans lequel vous évoluez est un secteur à grands capitaux. Il faut beaucoup d'argent. Et cet argent-là, il faut de grandes banques pour le faire. Si certaines firmes internationales bénéficient encore de cette primauté, c'est bien parce qu'elles ont derrière elles des grandes banques. Une structure comme la vôtre, qui est derrière elle? Est-ce que les banques vous suivent? Les banques locales ont-elles la capacité pour suivre? Est-ce que vous ne partez pas des gens handicapés? Alors, effectivement, c'est une très bonne question, parce qu'on en parlait hier. Donc, il y avait un événement ici à Indaba avec AFG Bank, et aussi avec EcoBank. Donc déjà, pour la première fois, les banques africaines sont à Indaba. Ça fait 13 ans que je viens à Indaba, elles ne sont jamais là. Donc déjà, je pense qu'il y a une prise de conscience du secteur bancaire pour savoir,
ça, ce sont les futures sociétés qu'il faut accompagner et qui sont, elles aussi, les premières options du contenu local. Quand on parle d'Ecobank, de AFG, de BGFI. De BGFI, ce sont, disons, des entrepreneurs qui ont aussi décidé d'entrer dans un domaine qui était historiquement... On a vu aussi Equity. Voilà, qui était réservé aux banques multinationales, qui aujourd'hui, on voit, se retirent pendant qu'elles prennent de plus en plus de place. Ça permet, disons, une interaction plus facile entre Africains, un accompagnement un peu plus, disons, ils osent un peu plus prendre du risque sur leurs frais. Plus adapté. Plus adapté, etc. Et ce sont souvent des entrepreneurs qui sont derrière ces banques-là. Donc ce qui aujourd'hui me rend très optimiste de ce sens-là, nous avons été accompagnés sur le projet, dans la phase construction du projet Simandou par des banques locales, qui n'ont pas forcément regardé l'historique, mais le futur pour nous accompagner. Donc ça déjà c'est un changement. Et tout ça, je pense, va dans le même sens que quand l'État, comme on dit, fixe un cap et que les acteurs derrière jouent chacun leur part, leur partition, les choses peuvent se faire. Ça ne sera pas facile, mais ensemble, on peut y arriver. Merci infiniment et bon courage, bon vent. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que ce qu'il y a de remarquable sur ce marché, dans cette rencontre d'Indaba, c'est l'arrivée de jeunes acteurs sans complexe qui viennent prendre leur place, qui viennent eux aussi participer à ce marché. Même certaines grandes firmes l'ont compris et se tournent désormais vers la main-d'œuvre, vers les ressources locales. Bonjour. Bonjour. Alors, la particularité de celle que l'on reçoit cette fois-ci, c'est que, c'est une dame qui nous vient du Sénégal. 2, elle dirige une compagnie minière, c'est pas commun. Et on a envie de comprendre, qu'est-ce que vous faites dans les mines en réalité? C'est quoi votre secteur dans les mines? Alors, je suis la directrice générale d'une société minière au Sénégal qui s'appelle Makabingi Gold Operation et qui dépend d'une maison mère qui s'appelle Bishop Resources, c'est une société australienne. Et cette société australienne, je suis aussi la country manager de cette société au Sénégal. Dans quel type de minerai vous êtes exactement, surtout au Sénégal? On est dans l'or. On est dans l'or principalement. Notre mine est spécialisée que dans l'or. Il y en a assez au Sénégal, de l'or? Il y en a assez et je pense... C'est quoi la production à peu près? Alors nous, on n'est pas encore en phase de production. Donc on est dans vraiment l'entre-deux. Donc on a fini une partie de l'exploration, on va dire. Et on va passer en phase de production. Mais il y a l'entre-deux qui est cette phase d'investissement intensif, j'ai envie de dire. Et dans cette phase-là, c'est la phase la plus ingrate quand on est dans une société minière parce qu'on est plus dans les dépenses et moins dans les rentrées de fonds et on est dans les levées de fonds en même temps. Donc oui, on est dans la projection vers la production. Combien de personnes à peu près travaillent pour eux? Alors j'ai une centaine de personnes en permanence et si on doit compter fixe et variable, on est à peu près 300. C'est quoi leur rôle au quotidien quand on ne produit pas encore? Ah oui, mais c'est une phase assez complexe. C'est la vraie phase de construction de la mine, si on veut. On a des géologues, on a à peu près tous les corps de métier. On a même le mécanicien, on a l'électricien, on a tous les corps de métier qui se retrouvent dans leur base vie. C'est un camp, on va dire ça comme ça. Et ce camp-là, ils y vivent 4 semaines dedans, 2 semaines chez eux. Donc c'est un peu leur terroir. Et pour l'heure, en ce qui concerne ma mine, ils sont dans cette vraie phase où ils sont en train de finaliser la rénovation de l'usine alluvionnaire et ils sont en train de commencer à réunir les équipements pour le CIL plant. Le CIL plant qui va plus être focus sur, on va dire, la production en elle-même du hard rock. Alors, quand on pense mine, on pense toujours des gens qui arrivent d'ailleurs. Est-ce que dans le cas de votre entreprise, les Sénégalais sont directement concernés? Est-ce qu'ils représentent une bonne partie de votre personnel? Ma mine est assez particulière parce que 99,9% de mes collaborateurs sont sénégalais et c'est très volontaire. C'est volontaire parce que j'avais le choix d'aller chercher des ressources externes, mais je ne dirais pas qu'on ne va pas les inclure au fur et à mesure. Mais pour l'heure, là où on en est, on a les ressources qu'il faut, là où il faut, avec leurs compétences et leur dedication aussi. C'est le fait de vouloir se donner pour un objectif, pour un pays, pour la mine. Et c'est des gens qui ont une expérience qui est vraiment à prévaloir. Donc, je les garde. On reproche souvent de ne pas les trouver sur place, de ne pas avoir de la ressource parce qu'il n'y a pas eu des écoles, il n'y a pas eu de la formation localement. Où
Où est-ce que vous les avez trouvés pour vous dire que j'ai tout ce qu'il faut à 99,9%? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est là où j'en suis, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, plus j'avance, plus j'aurai besoin peut-être de ressources externes ou de consultants externes pour venir graviter autour du projet. Mais là, j'ai mes géologues. Il y a l'une des plus belles écoles de géologie qui est au Sénégal, quoi qu'on dise. Et il y a aussi ce transfert de compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mine, elle n'a pas commencé maintenant. Elle a existé avant qu'on la rachète. Donc, ces personnes, ils ont travaillé avec Sabodala, ils ont acquis beaucoup d'expérience et ils ont aussi cette générosité de partager à leurs pairs et aux autres, à leurs frères, j'ai envie de dire, et ce qui crée quand même ce socle et ce fondament. Quand vous allez dans des sommets, quand vous allez dans des rencontres, on ne rencontre pas beaucoup de femmes qui soient à la tête d'entreprises minières. Dans votre cas de figure, comment vous vivez ça? Vous avez le respect de tout le monde? Vous ne rencontrez pas de difficultés qui soient inhérentes à votre genre? Alors, on en rencontre, je pense, un peu partout. Alors, j'essaie de ne pas faire le focus dessus parce que ma légitimité, je n'ai pas envie de la prouver tous les jours. J'essaie de faire le focus sur ce qui va faire le bruit, c'est le succès. Donc, j'ai un peu la tête dans le guidon. J'ai pas le temps de soulever la tête pour me dire où est-ce que j'en suis. Donc, je ne fais pas ce travail d'analyse. Mais il faut être conscient aussi que c'est un milieu qui est assez particulier, qui est assez singulier, qui est assez masculin et parfois misogyne. On va pas le mettre, mais j'essaie quand même de faire fi de tout ça et ça me permet de mieux avancer. Bon courage et merci d'être venu nous voir alors. Merci beaucoup, Monsieur Foka. Indaba Mining, la grand-messe des miniers du monde. Naturellement, ça se passe en Afrique, comme on l'a dit depuis le début. Et quand on vient dans cet environnement où il y a tous ceux qui ont trait aux mines, nous ne pouvons pas ne pas aller à l'AES, notre cher AES. Puisqu'on a beau dire, c'est l'une de ses grandes richesses. Et là, nous arrivons juste au stand du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ici, nous retrouvons nos frères du Burkina qui ont effectué le déplacement et qui sont présents ici. Alors, allons à leur rencontre. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Merci. Voilà, je viens vous voir parce que je veux voir que vous êtes là. Hein? Et je vois le Faso dans Vanille, nouveau modèle des pays. Nous sommes au Burkina. Qu'est-ce que le Burkina a proposé en mine? C'est quoi votre grande production minière? C'est quoi? Le Burkina, c'est un pays minier. Ça, ce n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, quand vous prenez le Burkina dans le rang des sociétés et des pays en termes de production minière, le Burkina est assez très bien classé. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous ne sommes pas les derniers. Non. Le Burkina, c'est l'or. On a l'or. Aujourd'hui, on parle de l'or. Nous, on ne parle même plus de l'or. Au fait, on va dire que le Burkina, il est connu pour l'or. Vous avez l'or un peu partout au Burkina aujourd'hui, ce qui est une réalité. Voilà, en témoignent les chiffres, en témoignent les données sur le Burkina Faso en termes d'exportation de ressources en or. Pourquoi êtes-vous à Indaba Mining? Vous venez prospecter? On croyait que vous étiez au banc des nations et que vous ne veniez pas à ce type de rendez-vous. Burkina Mine est aujourd'hui à Indaba Mine 2026 à travers la Chambre des mines de Burkina Faso pour marquer notre présence, la présence du Burkina Faso à cet événement important. Nous, en tant que société minière opérant au Burkina Faso, nous aspirons devenir un leader minier dans l'exploitation minière. Et nous sommes venus ici à Indaba pour marquer notre présence institutionnelle. Quel est le domaine dans lequel le Burkina est particulièrement fort dans les mines? C'est quoi? Alors aujourd'hui, le Burkina Faso excelle dans l'exploitation minière, notamment l'or. L'or qui constitue en tout cas le premier produit, je vais dire en termes de devises pour le pays. Et c'est des milliards pour le budget de l'État. Et ce produit précieux aujourd'hui est produit par des grandes mines industrielles qui sont étrangères, mais aussi des mines industrielles qui appartiennent à des locaux. Est-ce qu'il y a des locaux vraiment dans ce domaine-là? On a le sentiment que ça appartient essentiellement, comme depuis tellement longtemps, aux firmes internationales, aux grandes firmes internationales qui font leurs lois. On sait la détermination de souveraineté du président Ibrahim Traoré. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Burkinabés sont entrés dans à la fois
l'exploitation et la recherche et la vente. Alors, Alain, je peux dire qu'aujourd'hui, la donne a changé. Je vais dire, le mind a changé, l'esprit a changé, les mentalités ont évolué. Grâce à une politique publique minière qui s'appelle la politique du contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso. Cette politique du public du contenu local, qu'est-ce qu'elle fait? Cette politique permet de promouvoir les acteurs locaux au niveau de la chaîne de valeur dans l'industrie minière burkinabé. Ça se traduit comment, puisque on ne transforme pas l'or sur place au Burkina? Dans quel domaine les locaux entrent aujourd'hui? Alors, les locaux entrent aujourd'hui par l'accès aux titres miniers. Par exemple, nous, Burkina Mine, aujourd'hui, nous avons une convention avec l'État burkinabé pour exploiter une mine semi-mécanisée qui s'appelle le projet Nimi. Il y a aussi d'autres acteurs locaux qui ont aujourd'hui eu des permis miniers pour exploitation dans le domaine de l'or. Mais quand ils ont ces permis, on a vu en d'autres temps des gens qui prenaient des permis pour aller donner aux grandes firmes. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment encadré pour que ce ne soit plus la même chose? C'est-à-dire qu'on ait juste changé, on va dire, la façade, alors qu'à l'intérieur c'est les mêmes. Alors l'État burkinabé a initié des réformes sous le leadership du gouvernement actuel avec un nouveau code minier qui est en place. Il y a eu un toilettage au niveau du cadastre minier pour permettre d'avoir de la transparence, de la visibilité, afin de permettre aux locaux de s'assurer que effectivement, l'investissement qui est opéré appartient effectivement à des Burkinabés. La politique de contenu local également, c'est au niveau de la fourniture, où légalement, en tant que fournisseur minier, au moins la société doit être de droit burkinabé et appartenir en majorité en termes d'action à des Burkinabés. Ça également, c'est une exigence locale et une exigence réglementaire. Et il y a des contrôles qui sont effectués à travers ce qu'on appelle le secrétariat permanent du contenu local pour s'assurer du respect de la réglementation, et les sociétés minières produisent en tout cas de l'information, je vais dire statistique, pour communiquer au quotidien ce qui est fait en termes d'achat au plan local et au plan international. On sait que généralement, les sanctions que l'on impose, c'est souvent sur le marché, c'est-à-dire vendre son produit obtenu sur le marché. Est-ce que vous avez la facilité à vendre cet or sur le marché, surtout que l'or aujourd'hui sur le marché est particulièrement couru et qu'il y a une pression extraordinaire des grandes nations? Alors, je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, l'or du Burkina Faso est de très grande qualité et prisé sur le marché international. L'État burkinabé a créé ce qu'on appelle la Société nationale des substances précieuses, la SONASP, où bien entendu, il y a de l'or qui est vendu à travers cette société, pour permettre non seulement, je vais dire, d'encadrer la vente afin d'augmenter les revenus, je vais dire, de participation de l'État de ce corps-là en termes de revenus au budget de l'État burkinabé. Et également, je peux vous dire que l'État burkinabé aujourd'hui, à travers cette organisation et à travers les mécanismes d'incitation qui sont mis en place, permet bien entendu, à travers la loi, le code minier, de pouvoir permettre à tous ces acteurs qui interagissent au niveau du secteur minier de pouvoir vendre leur or sans problème, que ce soit sur le marché local, que ce soit sur le marché international. Non, nous sommes, quand les gens disent qu'il y a problème, nous sommes en griffe, désolé. C'est l'une de notre présence ici pour témoigner aux gens que nous n'avons pas de problème comme les gens le croient. Un pays qui a plus de 15 sociétés en exploitation, est-ce que vous pouvez dire que ce pays-là a un problème? OK? On a la question sécuritaire dont nous parlons. Et nous pensons que nous avons une assez bonne maîtrise de cette situation. Elle est en train de s'améliorer de jour en jour et nous pensons que nous allons vaincre ça. Je vous ai dit, notre objectif aujourd'hui, c'est la diversification de la production minière et nous y travaillons et nous allons y aller. Ah ben bravo. Bon courage en tout cas. Je vois qu'il y a des dames dans le fond qui sont en train de discuter de business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Au milieu de l'ensemble de ce monde des mines, on va retrouver le Mali d'Assimi Goïta. Le Grand Mali, qui aujourd'hui est dans l'AES. Et nous y sommes. Bonjour les Maliens. Bonjour. Comment ça va? Hein? Comment ça va? Ça va bien? Oui. Vous allez bien? Bien, et vous? Ah, ça va bien? Pas de bol pour nous, nous sommes arrivés au stand du Mali lorsque tous étaient en salle pour présenter au grand public l'immense potentiel du pays. Alors nous sommes repartis avec la joie d'avoir rencontré ceux qui gardaient la maison, mais la frustration de n'avoir pas pu discuter avec les responsables pour parler du potentiel du Mali. Ce n'est que partie remise, on l'espère. Autre fait remarquable ici à Indaba, en Afrique du Sud, la présence des banques africaines.
On a toujours dit que les mines, c'était l'affaire des grandes structures financières internationales. Là aussi, les choses semblent évoluer ici à Indaba. Dans cet endroit où il y a tous les acteurs des mines du monde, on trouve aussi des banques africaines. Et la BGFI fait partie de ces banques qui viennent ici pour rencontrer des acteurs, pour rencontrer des partenaires. Et nous avons la chance donc d'avoir M. Desmousseaux sur notre plateau. C'est notre première présence ici à Indaba Mining en tant qu'exposant. Et nous avons eu de nombreux acteurs présents avec des opportunités très concrètes de développement. Que vient faire BGFI à Indaba Mining, qui est la grand-messe de tous ceux qui sont dans le secteur minier? C'est pour chercher d'autres clients? C'est pour de la visibilité? C'est pourquoi exactement? En tant que leader en Afrique centrale du secteur bancaire, il est important pour le groupe BGFI Bank d'être présent. Ici à Indaba Mining, c'est le plus grand forum minier mondial. Et en termes de visibilité, c'est important. La plupart des acteurs que nous rencontrons nous connaissent, mais nous voir sur le terrain, proposer des solutions concrètes, nous entendre, c'est très important. Les maîtres dans le domaine de mines, ce sont des grandes banques internationales, des grandes marques que l'on voit à New York, à Washington, etc., à Tokyo. C'est rare une banque africaine qui soit dans ce secteur. Est-ce que c'est quelque chose de jouable parce qu'on dit que c'est des secteurs à grands capitaux? Oui, tout à fait. En fait, nous n'intervenons pas au même niveau. Les grandes banques étrangères dont vous faites mention interviennent sur le risque offshore, c'est-à-dire sur la capacité des acteurs internationaux à acheter de la production locale. Nous, les banques africaines, nous sommes impliqués dans le financement des économies africaines. Nous finançons l'aval, c'est-à-dire la sous-traitance, toute l'organisation locale qui est là pour produire et pour délivrer du produit. Donc c'est une grande chaîne et nous n'intervenons pas au même niveau. Nous, les banques africaines, nous sommes focus sur le risque local, le risque pays. Je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous n'avons plus de complexe. Vous voyez aujourd'hui sur notre continent, la plupart des banques européennes partent, reviennent régulièrement. Les seuls qui restent, ce sont les nôtres. Donc ce sont des opportunités de croissance pour nous. Aujourd'hui, comme vous dites, on est présent dans 12 pays, on a atteint une taille critique. Nous n'avons plus de complexe. Nous avons l'expertise, nous avons un hub en Europe qui nous permet de structurer ces opérations internationales. Nous avons une présence régionale qui nous permet d'accompagner les sous-traitants et ces acteurs. Donc le complexe, non. J'ai envie de dire, la voie est toute tracée, le marché est énorme. Lorsque nous avons des groupes étrangers, de plus en plus ils se rapprochent de nous parce qu'ils découvrent, ils se rendent compte qu'on a des solutions de financement, une expertise locale qu'eux n'ont pas. On prend du risque qu'eux ne sont pas capables de prendre. Et donc tout cela est complémentaire parce que notre objectif, c'est l'intégration verticale de cette grande chaîne de valeur qui est vaste. L'une des leçons que l'on retiendra de ce rendez-vous d'Indaba Mining, édition 2026 justement, c'est la chute des complexes et l'entrée des acteurs africains sur le marché. Et cela dans tous les secteurs. L'insolente domination des multinationales semble diminuer avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Dans le secteur minier, on est généralement habitué à voir des grandes firmes internationales intervenir. On est même parvenu à se convaincre qu'il n'y avait pas de la ressource humaine sur le continent. Et bien, sur ce stand, dans cet environnement qui est celui des grandes firmes, nous avons rencontré des sociétés africaines qui enfin se lancent dans ce domaine qui jusque-là était réservé aux autres. Akili en fait partie et nous recevons aujourd'hui sa directrice générale. D'abord, Akili veut dire l'intelligence en Swahili. En fait, Akili a été créé en 2017 parce qu'on a remarqué qu'il y avait un problème. Le problème était la gestion des risques opérationnels et réglementaires liés à l'activité import-export. Pour être clair, l'activité import-export en RDC est régie par plus ou moins 120 textes juridiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur minier, en étant au Mining Indaba, on doit maîtriser les 120 textes juridiques. Et au même moment, ces 120 textes juridiques manquent de synchronisation. Ce qui veut dire que toutes ces sociétés importateurs et exportateurs sont exposées à des pénalités. Et donc, en tant qu'ancien banquier, 3 fondateurs, anciens banquiers, se sont dit qu'il fallait créer Akili Consulting pour assister les opérateurs économiques sur ces différents risques. Alors, quand vous dites importateurs et exportateurs, c'est dans quel secteur essentiellement? C'est dans tous les secteurs
de l'import et de l'export ou essentiellement dans les mines? Nous, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, à part le secteur minier, nous travaillons avec la chaîne de valeur. Nous travaillons avec les hôpitaux qui importent des produits pharmaceutiques. Nous travaillons avec le secteur d'hydrocarbures. Donc en fait, c'est tout importateur et tout exportateur en RDC. On est à Indaba et je vais surtout mettre un accent sur les mines. Que dans ce secteur-là, jusqu'à maintenant, c'est toujours les autres entreprises étrangères qui opèrent. Vous êtes finalement la première entreprise dans ce secteur-là. Exactement. Akili Consulting est un cabinet innovant. C'est le seul cabinet aujourd'hui qui assiste le secteur minier dans la gestion des risques opérationnels et réglementaires liés à l'activité import-export. Aujourd'hui, vous avez bien sûr d'autres cabinets internationaux, mais l'avantage que Akili a sur la table, c'est que nous comprenons comment ça se passe en RDC. Donc nous comprenons en fait même les caractéristiques et la manière de faire les choses et même les lois. Aujourd'hui, quand je parle de 120 textes juridiques, vous avez des arrêtés, vous avez des codes qui sont connus, vous avez des notes circulaires. Donc vous avez plusieurs textes aujourd'hui dont Akili maîtrise correctement et peut assister ces opérateurs. Et donc nous sommes vraiment innovants et nous apportons en fait cette expertise locale. Aujourd'hui, les cabinets internationaux sont plus généraux. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'expertise ou les différents codes de XYZ pays qui peuvent être rapportés ici pour régler un problème. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on fait. On dit exactement que vous avez le code minier congolais, vous avez le code de douane congolais, vous avez la réglementation de change banque centrale congolaise. En les mettant ensemble, on arrive à régler votre problème parce que vous êtes en RDC. Donc c'est cette expertise locale que les autres cabinets n'ont pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si je dois mettre en place des procédures pour une opération minière, je vais prendre en compte les différentes lois en RDC. Et je prendrai en compte toutes ces différentes lois, chose que les autres cabinets ne peuvent pas faire. On sait traditionnellement que les grands patrons des grandes firmes internationales font très peu confiance aux expertises locales, à la ressource humaine locale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à gagner au moins la confiance de quelques-uns d'entre eux? Je parle des internationaux avant d'arriver même aux nationaux. Oui. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 80% des opérateurs des sociétés minières. Donc, je peux les citer aujourd'hui. On travaille avec tout le groupe Barrick. Nous travaillons avec tout le groupe Ivanhoe, dans toutes les structures, que ce soit les structures qui sont dans l'exploration. Donc, on travaille avec toutes les sociétés du groupe Ivanhoe. Nous travaillons avec la GECAMIN. Nous travaillons avec le groupe Metalcol, ERG. Nous travaillons également avec tout le groupe Zinchin, Comus, Kamoa, Manono. Donc aujourd'hui, en gros, les plus gros. Exactement. Mais comment vous avez fait pour qu'ils aient confiance en vous, qu'ils ne soient pas allés vers les autres? Quelle est la singularité au-delà du fait que vous connaissez le droit? Et c'est rare qu'ils acceptent qu'on travaille sur ce domaine-là, qui est le leur, et où les grands cabinets ont signé des contrats depuis longtemps. Les résultats. Pour moi, c'est les résultats. Aujourd'hui, notre premier client qui nous avait fait confiance était Barrick, parce que nous avons pu atteindre les objectifs qui étaient mis sur la table, les résultats. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous travaillons, pourquoi est-ce qu'ils nous font confiance? Parce qu'on arrive à atteindre les objectifs qui se sont assignés, tout en s'assurant que les services que nous rendons à un niveau international. On sait que les entreprises locales aussi ont ce complexe, qu'il n'y ait pas de donner de marché à des entreprises locales. Est-ce que aujourd'hui, vous avez des partenaires qui sont des nationaux et qui vous font confiance? Exactement. Aujourd'hui, comme la GECAMIN, on travaille avec la GECAMIN, on travaille avec d'autres entreprises locales qui nous ont fait confiance. Et l'objectif, souvent, en fait, c'est d'assister ces entreprises à maîtriser ces différentes lois pour les permettre de faire ce qu'ils doivent faire et pour les permettre de s'assurer qu'ils vont dans d'autres marchés. Et oui, donc on n'a pas seulement les entreprises locales, mais aussi les entreprises locales qui nous font confiance. Curiosité, vous faites des chiffres, est-ce que vous pouvez en parler? Une banquière va parler des chiffres, non? Oui, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que depuis le début du cabinet, on arrive à faire au-delà de 25% d'augmentation du chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Et donc aujourd'hui, on a commencé un cabinet en 2017 avec 3 agents. Aujourd'hui, on a plus de 40 agents. On a 3 bureaux en RDC qui couvrent toute la RDC. On a des bureaux à Nairobi. On a des bureaux maintenant à Djobo. Et l'objectif, c'est de devenir un cabinet panafricain. Mais non seulement ça, on a pu créer d'autres cabinets qui arrivent à régler aussi les différents problèmes
que dans les autres sociétés. Ressources locales, ressources africaines entièrement? 100%. 100% africaines. 100%. On dit toujours qu'on a du mal à trouver de la ressource. Où est-ce que vous trouvez? Parce que ce qu'on reproche à la plupart de nos États, c'est de n'avoir pas créé des écoles qui permettent de gérer, de comprendre les lois, les textes qui régissent ce secteur qui est particulier. Comment vous arrivez à les retrouver? Est-ce que c'est des Congolais? Est-ce que vous allez les chercher à l'étranger? En fait, ce qu'on fait, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est d'aller puiser auprès des universités. Bien sûr, les universités qui ne font pas à 100% ce qu'on fait, mais ça veut dire qu'on a notre part de responsabilité aussi de les former. Et donc, on puise dans les universités et on les forme. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincue que ça marche. Parce que pour nous, les services, par rapport aux services innovants que nous rendons, nous avons pu trouver de l'expertise congolaise qui avait peut-être une base 5 sur 10 de ce qu'on cherchait, mais on a pu les former pour qu'ils arrivent à 10. C'est une montée en puissance. Exactement. C'est dans ce domaine de la formation, de notre jeunesse dans toutes les spécialités touchant aux mines, qu'il faudra mettre un accent afin d'avoir de la ressource humaine de qualité, des ingénieurs, des géologues, des juristes et des financiers de top niveau qui puissent négocier d'égal à égal avec les firmes qui, pour certaines, avaient fait de l'Afrique leur terrain de jeu où elles faisaient ce qu'elles voulaient. Au moment où se termine Indaba Mining, je retiendrai surtout cette présence sans complexe des Africains à ce marché stratégique où se joue une bonne partie de l'avenir du monde moderne. Ils sont encore en position de faiblesse, mais l'Afrique ne doit plus être dans le menu. Elle doit résolument prendre sa place à table. Mais cela passe évidemment aussi par une meilleure intégration continentale, une meilleure coordination de l'exploitation de ses ressources. Seul, chaque État reste fragile, et ensemble, plus coordonné, avec une stratégie collective et bien inscrite dans le temps, l'Afrique va redevenir le centre du monde avec toutes ses richesses. Et ça dépend de nous. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire et en attendant de se retrouver ici l'année prochaine, Inch'Allah, restez connectés sur toutes nos plateformes où vous êtes chaque jour un peu plus nombreux. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger gratuitement l'application Afromédia, qui est notre espace de liberté totale, avec des reportages, des chroniques inédites, sans censure, ce que l'on ne peut pas diffuser sur les réseaux sociaux en raison de leurs règles à eux. Restez connectés et soutenez Afromédia qui vous propose le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.